came down to the police station because I was in Deerfield whenever I first got the call. Got what call? Apparently, my daughter, somebody saw her get shot and thrown in the car. They said that she got shot. Tell me, what's her name? Samantha. Did you talk to anyone else about this? My ex-wife, family, and my mind's going a million different ways. I'm praying for the best. Anything else that you can help us with on the investigation at this point? I'm gonna find my daughter. Hello. What's going on? Okay, for? Quand je suis arrivé, la mère m'a dit que sa fille s'appelait Samantha Guthrie. Elle pensait que sa fille avait peut-être disparu et que c'était grave. How old is your daughter? She's an adult. La procédure consiste à noter le nom, la description physique, ce qu'elle portait et les endroits où elle pourrait être. How tall is Samantha? About 5'5", 150 maybe. Color hair? Blonde. Color eyes? She has braces. Tattoos. Tattoos of? She's got this on her left arm, her right arm. Butterfly on the right arm? Yeah. Okay. She's got That'll be the word believe on her left arm. the butterfly on the right arm will be plenty. Because I don't see very many people Yeah. with butterflies on their arm. Yeah. 99% des disparitions qu'on traite s'avèrent être des fugues. Des gosses qui ne veulent pas rentrer chez eux, qui veulent rester avec leurs amis. What makes her missing? We can't find her. We got a call yesterday saying she was shot in the head, thrown in the trunk of a car, and they took off. And who called you to tell you this? I got a call from somebody that. So you have no idea who it was? Quand elle a dit avoir reçu un appel de quelqu'un disant qu'on avait tiré sur sa fille, ça nous a poussé à prendre l'affaire beaucoup plus au sérieux qu'une simple fugue. I haven't seen her since August, talked to her last middle of September, but he just talked to her last night, Saturday night. My ex-husband talked Your ex-husband talked to her Saturday night. Yeah. Okay. She got a ride over to the Lillian address. Elle a dit qu'elle avait parlé à John, le père de Samantha, qui lui avait dit que Samantha avait un groupe d'amis qui habitait dans une maison située sur Lillian Street. All right, let me go make a phone call. All right, and let me see what I can do. Elle était clairement bouleversée et en colère que quelque chose comme ça ait pu arriver à sa fille, ce que je comprends tout à fait, je le serais aussi. Je serais en colère et je voudrais savoir qui a fait ça. Elle avait l'air vraiment prête à tout pour sa fille. All right, there's your report number. Je lui ai dit que j'allais transmettre le signalement et que si elle avait des nouvelles, elle devait prévenir les inspecteurs pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. Samantha était une tête brûlée. Elle voulait toujours partir à l'aventure, voir ses copains, s'amuser. Elle faisait plein d'activités sportives. Elle essayait un truc, puis passait à autre chose. Elle était très sociable, n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle voulait toujours être le centre de l'attention. On faisait tout ensemble. Absolument tout. C'était mon mini-moi. Elle était dans une période où elle n'avait plus envie de nous parler. Elle passait tout son temps avec ses copains. Elle appelait juste pour prendre des nouvelles, et puis c'était « OK, à plus, bye ». Elle faisait tout ce que font les jeunes de 18 ans de nos jours. On nous a... Pardon.
Quelqu'un nous a appelés pour nous dire qu'on lui avait tiré dessus. Je me suis dit, oh non, ils se sont trompés. Ça peut pas être elle. C'est une erreur. Il faut la retrouver. On savait, grâce à la mère de Samantha, que John Guthrie était le dernier à avoir été en contact avec Samantha, qui lui avait payé un taxi pour aller à la maison de Lillian Street. Donc on voulait interroger John Guthrie pour voir s'il avait une idée de ce qui avait pu arriver à sa fille. Okay. All right, I'm Detective Bell, and you are John Guthrie? Yeah. Okay. You want to tell me what's going on? She called me like Saturday at 2 in the morning with my daughter through Facebook and asked me to get her an Uber. And the Uber dropped her off at Lillian. My niece called me, Haley, from that number and said that someone told her that she was shot and thrown in a car. Hailey était la cousine de Samantha, et elle avait entendu dire par des gens qui se trouvaient dans la maison qu'on avait tiré sur Samantha, puis qu'on l'avait sortie de la maison, mise dans une voiture et emmenée ailleurs. Et donc, Hailey avait transmis l'information à John. Who did you talk to that said they saw it? I think his name is Marshall. Marshall. Yeah, I don't know his last is one of them So Marshall said he saw it. in person, yeah. What did he say he saw it? Samantha get shot and thrown in the trunk of the car. En tant que père de famille, je comprenais parfaitement son inquiétude pour sa fille. D'abord, il apprend que sa fille a disparu. Ensuite, il reçoit des informations selon lesquelles il lui est arrivé quelque chose de grave. Il essayait de la retrouver. Et il essayait de retrouver les gens qui étaient avec elle dans cette maison. What day did she get shot, you know? It had to be yesterday because the Uber dropped her off at like 3 in the morning. J'aurais voulu pouvoir être là pour la protéger. Mais quand elle a eu 18 ans, elle a quitté la maison. Et je n'avais plus aucun contrôle sur elle. Elle a pris une mauvaise pente. Je l'ai supplié tous les jours de rentrer à la maison, d'arrêter de vivre comme ça. Je lui ai dit qu'on l'aiderait. Mais elle ne voulait pas. Vous n'imaginez pas dans quel état de stress j'étais. J'ai cru ce qu'on m'a raconté au téléphone. Et j'étais totalement paniqué, affolé. J'avais peur qu'on ne la retrouve jamais. On a tout de suite voulu vérifier ces informations pour découvrir ce qu'il était arrivé à Samantha. Il fallait absolument qu'on fouille la maison de Lillian Street, car d'après nos informations, c'était probablement une scène de crime. On a donc envoyé plusieurs unités sur place. C'était une très vieille maison. Elle était abandonnée et régulièrement squattée par des gens qui venaient s'y installer. Les portes étaient enfoncées, donc elle n'était pas du tout protégée. Quand des policiers inspectent une maison, ils ont toujours leur arme à la main parce qu'ils ne peuvent jamais savoir sur quoi ils risquent de tomber. Il pourrait très bien y avoir quelqu'un d'armé qui va leur tirer dessus. Donc, quand les policiers ont inspecté la maison, ils n'ont trouvé personne. Samantha n'était pas là. Ils ont traité la maison comme une scène de crime. Ils ont établi un périmètre de sécurité, le temps qu'on obtienne un mandat de perquisition. Une fois le mandat obtenu, on a fouillé la maison et les alentours, et on a trouvé des traces d'une fusillade. Il y avait du sang dans la maison et dehors. La moquette avait été arrachée et jetée dans le jardin. Il y avait des vêtements couverts de sang. Visiblement, ils avaient tenté de brûler des preuves en allumant un feu dans le jardin. De toute évidence,
Il s'était passé quelque chose de grave. Et ça semblait confirmer en effet qu'on avait tiré sur Samantha. Donc on a fait des prélèvements sur ce qui semblait être du sang sur la scène de crime. On les a envoyés au labo. Sans Samantha, on ne pouvait pas comparer les deux ADN. Il fallait absolument la retrouver au plus vite pour s'assurer qu'elle allait bien et, dans l'éventualité où elle était morte, pour confirmer qu'il s'agissait de son sang. On s'est ensuite occupé de retrouver Marshall. Il avait visiblement été témoin de ce qu'il était arrivé à Samantha. Donc on l'a fait venir au poste pour l'interroger. Alright, so we're here to talk about something that happened over on Lillian Street back in November 4th. Alright, why don't you tell me about what happened that night? Sam had been trying to get a ride over to the house for a few hours. I didn't feel like driving anymore to go pick her up, so I didn't pick her up that night. And a few hours later, she showed up from an Uber, I'm guessing, that her dad had. All right, now when you say the house, what's the address? Lillian. Okay. Marshall nous a décrit la maison comme un repère de dealers. Il a dit que les gens y séjournaient quelque temps, allaient et venaient, mais que personne n'y habitait de façon permanente. Half hour, 45 minutes or so, Danny showed up and knocked on the back door. I answered the door. Now, how do you know Danny? Just in passing. Do you know him from the house? Yeah. And you know what his last name is? Amby. Okay, was he by himself? No, he was with, Tony. Okay. Is what I was told her name was. And that, one black guy that I had never seen before. What's he look like? William. Okay, William. All right, what's he look like? Tall, about 6'2", 6'3". Marshall nous a dit qu'un certain Danny était passé à la maison avec sa copine, qui s'appelait Tony. Il a dit qu'il y avait un troisième individu, un homme noir, qui était également là. Il fallait déterminer si ces trois personnes étaient impliquées dans l'éventuel homicide ou la disparition de Samantha Guthrie. Okay, so you let him in, and then what happens? Sam came downstairs looking kind of distraught, and she looked at me. I'm like, then go out the back door. Go out the back door. If you know, she kind of looked like she was panicking, so I'm like, leave. Right. She went to the basement, and 2 or 3 minutes later, Danny and Tony came downstairs and went down to looking around the house for her, went down to the basement. I heard a commotion. Now, did they say they were looking for her? No, but you could tell they were searching. They were searching. Okay. And I heard a little bit of a commotion, and then Sam came upstairs first, and she had like a little bit of a bloody nose. Okay. And 5, maybe 10 minutes later, Sam came running down the stairs. Danny was right behind her, and by the time she got to the 4th or 5th stair down from the living room floor, he shot her in the back of the head by about 8 to 12 inches away from her head. Okay, is Sam alive? It sounded she was making noises, but in my past experiences, it sounded more like death gargles, your body's shutting down. Okay. So then what happened? And then Yoshi and William picked Sam up and carried her out the back door. I don't know if they put her in a trunk, in a car, in an SUV. I did not see the vehicle. Marshall nous a dit qu'il y avait un troisième homme qui avait aidé à sortir le corps de Samantha de la maison après le coup de feu, et dont le surnom était Yoshi. Okay. Who cleaned up? From what I can tell, Yoshi was starting to. As we were coming downstairs, Yoshi was starting to move the furniture out of the living room. Okay. So they were already gone? Yeah, Danny... When he was cleaning up? Yeah, they were already done. Okay. What was the beef with Sam and Danny? I couldn't tell you. I honestly, that's what's been puzzling me and what I've been trying to figure out, honestly, because I don't see anything in the world that Sam could have done to warrant that out of nowhere. De toute évidence, Marshall était secoué. Il était sincère et honnête dans ce qu'il nous a raconté de la situation.
Since all this happened, do you know where they took Sam? No, if I did, she'd already be returned to the family. Do you think, with the nature of her wounds, that she would have survived? Honestly, no. Chaque seconde qui passait paraissait durer une journée. J'ai passé des heures sans dormir à la chercher, avec les équipes de secours. J'étais sûr qu'elle était morte, mais sa mère espérait toujours qu'elle soit vivante. On l'a cherchée, et les jours ont passé, les semaines ont passé. On avait le cœur brisé, on était anéantis. On recevait beaucoup d'appels. Et on partait faire les recherches à pied, dans la neige, le jour de Thanksgiving. C'était non-stop du matin jusqu'au soir. On ne pouvait pas rester assis à attendre. On savait qu'elle était quelque part. Johnny refusait de se résigner et de rester chez elle. Je n'écoutais personne. Je ne voulais pas entendre ce qu'ils avaient à dire. J'avais l'impression d'avoir échoué. Si seulement j'avais fait les choses différemment. Si j'avais pu faire mieux. Et si j'avais fait ceci, et si j'avais fait cela. On a reçu l'appel d'un homme disant que Danny et Tony étaient chez lui et qu'ils se vantaient visiblement d'avoir tué quelqu'un. Ils avaient des armes. Il craignait pour sa vie. Il ne savait pas si c'était vrai. Mais il nous a appelés pour qu'on vienne s'occuper d'eux. En arrivant sur place, le policier les a aperçus derrière une Mitsubishi. Quand ils l'ont vu arriver, ils ont commencé à paniquer. Ils avaient l'air de vouloir cacher quelque chose. Ils étaient très agités. Ma'am, move over here. Step out of the car. Stay right there. Stay right there. Hands up, please. Hands up, please. What is that? Okay. Put all that stuff down. Put it down. What? Why are you doing this? Put it down. Why? Hands on top of your head. Why are you doing this? Stay right there. Turn around. Turn around. Nope. Stay right there. I'm telling you for now, okay? Toute intervention peut potentiellement dégénérer très vite. Je suis sûr que le policier devait avoir les nerfs très tendus en essayant de jauger la situation pour voir comment maîtriser ces deux individus en attendant les renforts et en espérant que tout se passerait bien. Do you have any sharp on you? Any weapons or anything? Don't reach for nothing. Do you have any weapons on you? Stand up for me. I just want to make sure I got a bag of needles in my heart. A bag of needles, you said? Yes, sir. What's your name, man? Danny. Danny. All right. Dans ce genre de situation, c'est important d'avoir du renfort. Surtout quand on a deux suspects contre un policier, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes, aucun danger. Donc peu de temps après, deux autres policiers sont arrivés en renfort. What's your name? You're Danny? What's your name? Huh? Tony? You don't have anything on you that's gonna poke me, frick me, anything like that, right? No weapons we need to be aware of? If you do, tell me now. Where is it at? Loaded? Is it right here on the side? I don't want to set it off. What? Well, you know when you have one on you and you don't have a CCW permit, concealed carry weapons permit, it's against the law. It is. Felony. Les policiers ont trouvé des armes sur Danny et sur Tony.
Danny avait des seringues dans la poche. Ils les ont emmenés au poste et les ont installés dans 2 salles d'interrogatoire pour qu'on puisse les interroger séparément. On voulait parler à Tony, en priorité parce que, a priori, ce n'était pas elle qui avait commis le potentiel homicide. Donc on pensait qu'elle serait plus à même de coopérer. Well, first of all, let me ask you this: what's your relationship with Danny? He's my boyfriend. Okay, how long you guys been going out together? Well, we just made official like a couple of days, but we've known each other for a while. So what have you and Danny been doing the last couple of days since you've been officially together? Were you with him on Saturday? Yeah. What did you guys do Saturday? Well, we stayed on Warren, and we were out here. We visited his sister Lynn. Tony a nié être allé à la maison de Lillian Street. Elle a déclaré que Danny était resté avec elle tout le temps. Elle a travaillé jusqu'à 3 heures du matin. En rentrant du travail, ils sont retournés chez la sœur de Danny et ils ne sont pas allés à la maison de Lillian Street. Well, here's the thing, Tony. There's a girl that's missing. And we have reason to believe that Danny is involved in her disappearance. We have strong reason to believe he's involved in her disappearance. He couldn't do that. Why couldn't he do it? Because he's not that type of person. Okay, but like I said, we have a lot of information pointing to his involvement in this girl's disappearance. So what I want from you is to know if you've ever seen this girl before, and think hard before you answer, because we want to know if you've seen her. Okay, and you've never seen her before, that's true. C'était un peu frustrant, parce qu'on savait qu'elle pouvait nous fournir des informations sur ce qu'il était arrivé à Samantha. On a essayé de lui faire dire ce qu'il s'était passé dans la maison, mais elle refusait obstinément de parler. So, here's the thing. Danny's got some problems. Big problems. Okay? I'm gonna be straight with you. So, if you were with him the whole time, you know what my next leap is. Well, that's ridiculous because he was with me. We were in Warren. So wait. So you think Danny had something to do with her disappearance? Yes, we do. Absolutely. But that's ridiculous because he was. It's not ridiculous. Are you really ready to do that for him? What are you talking about? Ready to do that? That's the truth. Think hard, Tony. I am thinking. I'm clearly alert. No, I've never seen that girl, and I'm sorry she's missing, but Danny was with me. Well, here's the thing, okay? I don't mean to sound like a broken record, but we have reason to believe that he hurt this girl critically. Okay? Let me tell you about the house where it happened at. We've talked to people that's been at the house, that knows this girl and that knows Danny. Who's these people? They were all at this house where this girl disappeared from. In fact, something bad happened to her at the house. You know why we know that? Because the guys, we've already talked to him all day. We spent all day talking to him. And he gave us detailed accounts of what happened at that house. So Tony, why we're talking to you is because you have to think hard about how you want to handle this. Because if you're going to sit here and vouch for him, that can get you caught, that can get you in trouble. No, I understand, but I'm telling you, he was with me, and he was with me at my apartment. Durant un interrogatoire, quand on se retrouve face à un suspect qui campe sur ses positions, à un moment donné, il vaut mieux tout arrêter, en espérant qu'il finira par changer d'avis au bout d'un moment. Ça ne servait à rien de poursuivre l'interrogatoire. Donc on est allé interroger Danny Hamby. Danny Hamby, correct? Okay, I'm gonna read your rights, okay? I want my attorney. Okay, can I read it to you anyway? Yeah. For the record? You have the right to remain silent. You understand this, right? Yes. Anything you say can or will be used against you in a court of law. You understand this, right? Yes. You have the right to talk to your lawyer and have him or her present with you while you're being questioned. You've indicated that you want to talk to your lawyer. Correct? What? You've indicated that you want to talk to your lawyer? Correct. I don't know what it's about, but I still want my attorney. I know that. Okay. I do this. All right, I don't know what to do about your... I got 11 numbers. Give me my attorney. All right. Danny, I mean, while you're here, can we at least cover something? You can talk, I ain't gonna say nothing.
You mind if we get some swaps from you? Like I said, you can talk, right? Don't say nothing. I mean, you mind if we do the swap thing? Yeah. Take a minute. Court order. Alright, well. Alright. Look, I'm gonna say it like this, man. I got 11 numbers, 23 years in the system. I ain't got nothing to say to y'all. Got my attorney present. Nobody else sitting here. I ain't got nothing to say. Danny Hamby, une fois qu'on lui a lu ses droits, a réclamé la présence d'un avocat. Il ne voulait pas nous parler. Il a dit qu'il refusait de nous parler sans son avocat. À ce stade, ça ne servait à rien de continuer. On a arrêté. On a obtenu un mandat de perquisition pour la voiture. Et on a trouvé des traces de sang dans le coffre de la voiture de Danny et Tony. Une fois les prélèvements effectués, on les a envoyés au labo afin de vérifier s'il s'agissait du sang de Samantha Guthrie, parce qu'elle était toujours introuvable. C'était vraiment frustrant, parce qu'on revenait à la case départ. On ne savait toujours pas où était Samantha, si elle était blessée, si elle était vivante. Il fallait absolument la retrouver. Grâce aux interrogatoires, on a appris que Yoshi s'appelait en réalité Dylan Brown. Et on a appris qu'il avait été arrêté dans le cadre d'une autre affaire et qu'il était incarcéré. Alors on l'a fait venir au poste pour l'interroger et voir ce qu'il pourrait nous apprendre. So, are you familiar with the house on Lillian? Yes. Do you know Samantha? Samantha. She hangs out at that house, about 18 years old. I know ASAM, she doesn't go there. Do you know Danny Hamby? What's going on? You know, somebody's missing from that house. We have reason to believe that she was killed. So, this is serious stuff. I'm trying to see if you got some information that can help us find this girl. On voyait qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne disait. Mais je crois qu'il avait peur. Il était très nerveux. Pas seulement à cause des gens impliqués, mais à cause de sa propre implication dans l'incident. Do you know Sam? I met her a couple of days ago. Are you okay? Don't look at me. Help us. This is serious. Did something bad happen to her? I don't know. Dylan. She's a young girl, man. What happened to her? Help us. Help us. There's only one thing that makes a person get this emotional. That's if they saw something bad. I met her a couple of days ago when we were talking. We were having a good time, and I don't know why. Don't know why what? Why I feel so close to her. So you guys, well, you're close to the same age, right? You felt a connection with her? Because you maybe had the same problems growing up and stuff like that? Probably. It's tough, man. I'm sorry. I'm sorry we're here. I've been fine up to this point. Not talking about it, not thinking about it. I mean, I was thinking about it, but... What were you thinking about? Just that this person that could have been a potentially good friend, or more maybe, I don't know, is not going to be that person. No, it hurts, doesn't it? Maybe you can help her. À un moment, j'ai montré à Dylan une photo de Danny Hamby. Who's that? Tell me. C'était pour obtenir une réaction, pour lui montrer qu'on savait que Danny était impliqué, et pour lui faire comprendre qu'il pouvait parler sans crainte.
What part did he play in this? Before yesterday, I never saw him, never met him. He apparently knew who I was. He knocked on the door, tried to come to the door, but Sam had it closed and locked with the music blaring. And so when we got the door open, she went downstairs. I guess his girl or someone came in with her. They were yelling at each other, arguing, and I got Sam to go towards the direction of downstairs. And while she was on the stairs, turning that corner to go down the rest of the stairs, he followed her and held the gun up, shot. I don't know where he hit her. He only grazed her. She fell on the ground at the bottom of the stairs. Finalement, Dylan a commencé à nous raconter ce qu'il s'était passé dans la maison. On voyait que c'était un soulagement, que ça lui enlevait un poids. Il avait été témoin d'une scène horrible et il pouvait enfin se libérer de ce fardeau et parler en sachant qu'il n'avait plus besoin de nous le cacher et que ça nous aiderait à retrouver Samantha. I had to carry her up to the trunk, put her in the trunk. Did he make you do that? Did he make you carry her out to the trunk? I wasn't not going to. He left, came back into the room, said, "You look like a strong man, come here." Or I got on the furniture out of the living room, tore off the carpet, cleaned up the woody floor underneath. Where's the carpet at? Gone. Gone where? Burned. Quand Dylan nous a dit « Oui, c'est bien arrivé et j'y ai participé », on était un peu sous le choc, mais ça a permis de faire avancer l'enquête et de comprendre un peu mieux ce qu'il s'était réellement passé. Do you know where he took her to? No, he just said that he had a spot. Was he by himself? He had that girl with him and his lieutenant. Who's his lieutenant? I don't know. Is he a white guy? I don't know. Is he a white black dude? Nickname, anything like him? Marshall was getting pretty upset at him because he was downstairs the whole time. And dudes came downstairs. Marshall goes, "You need to get your car Au cours de son interrogatoire, Dylan a mentionné un homme noir de grande taille qui était avec Danny et Tony. Il ne savait pas qui c'était, mais il l'a décrit comme étant le lieutenant de Danny. Visiblement, cet homme qui était impliqué aboyait sur tout le monde, jouait les gros bras. C'était un peu le gorille de Danny. Au fil de l'enquête, on a pu déterminer qu'il s'agissait de Will. Donc, l'étape suivante consistait à retrouver ce Will et à le faire venir au poste afin de l'interroger pour voir s'il savait où se trouvait Samantha et si elle était morte ou vivante. You can understand our concerns, obviously, mostly for the family. I think you're probably feeling that way too a little bit. Whatever this girl's relationship with her mom and dad, she has a mom and dad, and they want to be able to bury the kid. We know she's dead. Dès le début, Will a coopéré avec nous. Il a admis qu'il était là-bas et que Danny avait tiré sur Samantha. Il nous a dit qu'il avait aidé Dylan à mettre Samantha dans le coffre de la voiture. I want you to try at least think about, like, where are you guys? I remember going, backing out and going up the hill. Will nous a dit qu'ils avaient emmené le corps de Samantha dans un endroit au milieu de nulle part. Fortunately, it's just the way that I was laying down in the back. We were like actually physically laid down, or you were like just kind of relaxing? No, this lay, yeah. You were all laid out. It wouldn't be laid low. Like, I was scrunched up, I was down, head below the window level. Tony tell you
That's what we're not gonna do. No. I thought they were gonna kill him. I thought they were gonna kill me. I thought they wanted me to lay down in the back and they wanted me to see where we're going, and I really thought that was it for me, really. Will nous a expliqué durant l'interrogatoire qu'il craignait pour sa vie, qu'il avait été menacé, que Danny et Tony étaient armés et qu'il avait obéi aux ordres parce qu'il avait peur de se faire tuer. Sauf que d'après les déclarations d'autres témoins, il était beaucoup plus impliqué qu'il ne voulait l'admettre. Mais comme on ne savait toujours pas où était Samantha, on a préféré le laisser parler pour en tirer le maximum d'informations possibles pour retrouver Samantha. Just a lot of, before we got to the place with the fenced off area where he pulled in, where he wanted to just take her body to, I just remember like a lot of taller trees. And I said when I popped up to get out of the car, I popped the trunk, you know, and helped him, you know, carry her off, you know, probably like he says about 100 yards in. There's like a chain, yeah, that hung in front of the. So just a single lane. Yeah, exactly. And it was so that when he leaves down, you couldn't really see like there's a road or it was just all. Yeah, it was more gravel. I'm not saying you have to be like an artist here, but maybe you can give us an idea of what, like if you're looking at this place with the road, like say the main road. I'm a pretty good artist actually. That would be helpful. Say you're on the main road that you come off of, and then what the road looks like as you're looking at it. Okay, so that's the gate, or the chain. Like this is coming into the. That's what you first thing you see. Yeah, this here. Yeah, and there was actually. So like a sign like keep out or something like that. Yeah, it was like a couple like almost deteriorated signs on it. Mm-hmm. Yeah, there's just a bunch of. Like I said, there's a lot of leaves that are falling down. Yeah, so and there was a tree line right here. Yeah, so you had to walk up a hill a little bit? Yeah. And then we were slipping in the mud and everything. It was kind of like almost like... À ce stade, on n'avait pas la localisation exacte, mais on avait un descriptif suffisamment détaillé pour savoir de quel côté chercher. Donc on a cherché dans les zones autour d'Akron, et on a fait circuler l'information aux autres juridictions en espérant que quelqu'un reconnaîtrait l'endroit et pourrait aller le fouiller. Au cours de la semaine suivante, on a passé plusieurs journées à fouiller dans tous les endroits qu'on connaissait, qui auraient pu coller à la description faite par Will. Et puis, j'ai reçu un appel au milieu de la nuit d'un lieutenant pour m'informer que la police de New Franklin avait trouvé un corps correspondant au profil de Samantha Guthrie. J'ai été submergé par une vague d'émotions. J'espérais que ce ne serait pas elle, mais je savais que c'était plus que probable. J'ai immédiatement pris ma voiture pour aller sur place et en avoir le cœur net. Je suis arrivé sur les lieux et en m'approchant, j'ai vu que ça ressemblait exactement à ce que Will nous avait décrit pendant son interrogatoire. Quand j'ai examiné le corps dans le bois, j'ai vu le tatouage qu'on nous avait décrit et j'ai su que c'était elle. La police m'a appelé. Avant même de décrocher, j'ai su qu'il l'avait retrouvée. Ça m'a brisé le cœur. Mon petit ami m'a réveillée et m'a dit « Il y a quelqu'un en bas pour toi ». Je suis descendue et c'était mon ex-mari. Et quand je l'ai vu, j'ai su qu'il l'avait retrouvée. Je suis désolée qu'elle ait dû subir ça. Et de ne pas avoir été là. Après avoir cherché Samantha pendant plusieurs semaines, on était partagés entre plusieurs émotions une fois qu'elle a été retrouvée. On était soulagés que ce soit terminé, mais on était tristes aussi, parce que c'était une vie perdue. Maintenant qu'on avait retrouvé Samantha, on pouvait faire un prélèvement de son ADN. On l'a envoyé au labo pour qu'il le compare au prélèvement de la scène de crime. Et son ADN correspondait bien à celui qui avait été retrouvé dans la maison de Lillian Street et au sang qu'on avait retrouvé dans la Mitsubishi. Toutes les preuves se recoupaient.
et confirmait que Samantha Guthrie avait été tuée là-bas. Le fin mot de l'histoire, c'était que Tony, Danny et Samantha avaient eu une dispute, qu'ils en étaient venus aux mains et que Danny Hamby avait fini par tirer sur Samantha. Grâce à toutes ces preuves, les 4 responsables ont été inculpés. Danny Hamby a été condamné à la prison à perpétuité. Tony a été reconnu coupable de tentative d'enlèvement, de recel de cadavres et de dissimulation de preuves, et condamné à 16 ans de réclusion. She had 3 weeks to say her sorries and tell me where my daughter was, and she refused to say anything. She stayed silent. Her apology means nothing. William Alexander a été condamné à 10 ans de réclusion pour tentative d'enlèvement, recel de cadavres et dissimulation de preuves. Dylan Brown a été reconnu coupable d'obstruction à la justice et condamné à 5 ans avec sursis probatoire. Je travaille à la brigade criminelle depuis plus de 19 ans. J'ai enquêté sur de nombreux homicides. Cette affaire ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Résoudre une affaire et la voir traduite en justice, c'est gratifiant. Une affaire est vraiment définitivement résolue quand les coupables ont été condamnés. Cette affaire nous a tous profondément marqués. Au début, quand les premiers rapports sont arrivés, ça paraissait irréel. On se serait cru dans un film. Et puis, à mesure que l'enquête progressait, on a compris que c'était bien réel et que c'était arrivé dans notre ville. C'est difficile d'imaginer que de tels monstres existent, mais malheureusement, le mal se trouve partout. C'était juste une gamine qui a eu de mauvaises fréquentations. Elle ne méritait pas de mourir. Tous ceux qui la connaissaient sont... Elle a touché la vie de tout le monde avec son rire, son sourire, sa personnalité. Los Angeles dort mal, même en été. La ville respire d'une façon étrange, comme si elle ne s'abandonnait jamais tout à fait au silence. Au loin, les routes continuent de bruisser. Les néons palpitent encore derrière les rideaux tirés. Les regarde la chaleur du jour et la renvoie lentement contre les façades blanches. Les palmiers immobiles, les collines sombres. In out 1969, la Californie vend encore au monde un rêve éclatant. Celui d'une jeunesse libre, d'une lumière dorée sans fin, d'une vie réinventée loin des pesanteurs anciennes. Hollywood fabrique des visages. Laurel Canyon des mythes. Beverly Hills des illusions de sécurité. Les maisons accrochées aux hauteurs semblant flotter au-dessus du vacarme, protégées par leurs portails. Leurs haies, leurs allées discrètes. De la haute, la ville ressemblait à une constellation docile. Mais certaines nuits, si décor parfait se fait sans prévenir, certaines nuits, le rêve américain se découvre en univers placé. Place Freud, place incomprehensible. Et au matin, quand la lumière revient, elle éclaire place la même époque, dans la nuit du 8 et du 9 out 1969. Quelque chose s'esprit en Californie, pas seulement des vies. Pas seulement des familles, pas seulement l'idée fragile qu'est la célébrité. La beauté et l'argent pouvaient tenir le mal à distance. C'est une innocence entière. Déjà usé mais encore debout qui a vacillé dans seul coup. Parce que derrière les collines de Los Angeles, dans une maison qui semblait être faite pour accueillir des dîners brillants. Des conversations lentes et des promesses d'avenir, la violence surgit avec une brutalité si absurde. Si théâtrale, si dénuée de humanité que la figue les pèse tout entier. Le nom de Charontate allait bientôt traverser les journaux, les radios, les téléviseurs, puis les décennies. Avec ces mélanges douloureux d'éclats et de tragédies réservées aux destins interrompus trop tôt, mais avant d'être un symbole.
Avant d'être ces visages que l'histoire regarderait toujours avec un pincement au cœur, elle était une jeune femme de 26 ans. Enceinte de 8 mois, habitant pour quelque temps une maison perchée sur Cielo Drive. Attendant un enfant, attendant aussi le retour à une vie plus simple après les vacances de tournage. Des voyages, des receptions. De la célébrité qui approchait, qui flattait, qui dévore. Il y avait autour d'elle des amis. Des habitudes, une confiance ordinaire dans le fait que la nuit finirait comme tant d'autres. Avec la fatigue, quelques rires éteints, des portes refermées et le sommeil. Personne, ou presque, ne sait reconnaître la dernière soirée normale de son existence. Elle ressemble toujours à une soirée quelconque. C'est peut-être ce qui rend l'horreur encore plus insupportable. Le ciel ne donne aucun signe. L'air n'a rien d'exceptionnel. Les murs tiennent encore debout avec leur tranquillité mensongère. Tout semble à sa place. Et pourtant, quelque part ailleurs dans la ville, d'autres silhouettes avancent déjà avec une intention qui ne ressemble pas à la colère ordinaire. Ni au volume improvise, ni même à cette violence familière que les policiers savent nommer. Si qui se met en route, cette nuit appartient à une zone plus trouble, plus déformée, plus malade. Si n'est pas seulement l'envie de détruire, c'est le désir de marquer, de frayeur, de transformer une maison en message et discours en décor. C'est une violence nourrie par une obéissance aveuglée et par l'imagination d'un homme qui comprend restot une chose terrible. Certains esprits fragiles ne demandent qu'à être remplis. Charles Manson n'est pas. À cet instant précis, dans cette maison, il ne tiendra pas lui-même l'arme, ne franchira pas le seuil pour faire ce que d'autres feront en son nom. Et pourtant, son ombre est déjà partout. Elle précède ceux qui l'envoient, elle les accompagne. Elle les tient, elle a déjà travaillé les nuits comme un poison lent. Jusqu'à ce ne se voyant plus eux-mêmes comme des individus, mais comme les prolongements d'une volonté supérieure. Presque sacrée, presque inévitable. C'est ce qui rend cette affaire si dérangeante, même des décennies plus tard. Elle oblige à regarder non seulement l'acte, mais la mécanique invisible qui l'a rendu possible. Elle force à admettre qu'un homme sans véritable pouvoir institutionnel, sans fortune, sans armée, sans statut, a réussi à s'installer dans l'esprit d'autres êtres humains au point de leur faire traverser l'impensable avec l'assurance exaltée de ceux qui croient obéir à une vérité. Cette nuit d'août ne commence donc pas simplement comme un crime. Elle commence comme l'aboutissement d'un monde souterrain, fait de fascination, d'emprise, de soumission, de promesses délirantes et d'un étrange mélange entre discours apocalyptiques, frustrations personnelles et besoins d'appartenance. Et c'est justement cela qui glace l'Amérique, car on aurait presque préféré un monstrueux soul, immédiatement identifiable, séparé du reste des hommes par une folie nette, rassurante dans sa singularité. Mais ici, le mal circule à travers un groupe. Il a pris la forme d'une famille de substitution. Il a imprimé les codes de la communauté, de la fraternité, de la quête spirituelle, de la rupture avec une société jugée hypocrite. Il a parlé le langage de la libération avant de révéler son véritable visage, celui du contrôle absolu. Dans la maison de Cielo Drive, personne ne peut encore mettre des mots sur cette logique obscure. Il n'y a, pour ceux qui vivent les dernières heures de calme, que des gestes simples, des déplacements familiers. Des conversations qui ne savent pas qu'elles touchent à leur fin. On imagine les lumières encore allumées dans certaines pièces, les ombres découpées par les lampes, la fatigue douce de la fin de soirée. L'air tiède entrant par une porte ouverte un instant, on verra quelque part. Une chaussure oubliée près d'un canapé, un regard vers l'extérieur sans aucune raison de s'inquiéter.
C'est dans cet écart monstrueux entre la banalité du moment et ce qui approche que se niche la terreur véritable. Le danger n'annonce pas toujours son arrivée. Parfois, il gravite une allée dans le noir avec le calme d'un visiteur attendu. Et puis il y a le pays tout entier qui ne sait pas encore que cette nuit la lui sera racontée encore et encore. Que des photos de signes de crime hanteront les journaux, que des noms inconnus la veille deviendront synonymes d'une sauvagerie nouvelle. Que les mots sectes guru, disciples, manipulation, rituels et massacres finiront par se rejoindre dans un même récit. L'Amérique de 1969 est déjà traversée par des secousses. La guerre du Vietnam consume les consciences. Les mouvements sociaux redessinent les lignes de fracture. Les utopies florissantes et se contradisent, l'ordre ancien vacille. Mais le monde neuf promis par les années 60 n'a pas tenu toutes ses promesses. Derrière les slogans de paix et d'amour libre. Il y a aussi les naufrages, les dérives psychiques. Les gurus improvisent, les groupes qui se ferment sur eux-mêmes jusqu'à confondre idéal et délire. La contre-culture, pour beaucoup, a ouvert des portes magnifiques pour d'autres. Elle est à l'aise entre des prédateurs. Charles Manson est de ceux-là. Il comprend les failles de son époque comme certains comprennent les serrures. Il parlait à la solitude, à la femme d'être vu, au désir de rompre avec le monde d'espérance. Des règles, des humiliations anciennes. Il capte ceux qui veulent appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. Ceux qui cherchent une vérité totale parce que le réel leur paraît trop étroit, trop douloureux, trop banal. Il leur offre une place, une voix, un rôle, puis il leur retire peu à peu leur centre de gravité. Il remplace leur jugement par le sien, leur mémoire par son récit, leur morale par ses ordres. C'est ainsi que naissent certaines catastrophes. Non dans l'explosion soudaine, mais dans l'érosion patiente de la volonté. Pourtant, lorsque l'affaire éclate, si n'est pas d'abord cette architecture mentale que l'on voit, si que l'on voit, si elles sont les visages des victimes, si sont les maisons, si sont les collines paisibles transformées en théâtre d'horreur, si sont les détails insoutenables qui font immédiatement sentir au public qu'il ne s'agit pas d'un homicide de plus, mais de quelque chose de plus vaste, de plus dérangeant, de presque symbolique. Sharon Tate cristallise que désidération par ce qu'elle incarne tout, si que l'on associe alors à une forme de grâce hollywoodienne. La jeunesse, la beauté, la promesse, l'avenir. Sa grossesse donne au drame une profondeur supplémentaire, presque impossible à regarder en face. Le crime ne frappe pas seulement une personne connue. Il fauche une femme à l'orée d'une maternité. Dans un moment de vulnérabilité lumineuse, alors qu'une autre vie grandit en elle. À travers elle, c'est aussi l'idée même d'un futur héros qui semble profané. Et autour d'elle, d'autres vies s'éteignent également. Importées dans une violence qui ne leur laisse même pas la logique, froide d'un mobile facilement compréhensible, c'est cette impression d'arbitraire qui empoisonne durablement l'affaire. Pourquoi cette maison, cette nuit-là? Si ces personnes-là, pourquoi une telle fureur? Pourquoi une telle mise en scène? L'esprit humain supporte mal le chaos pur. Il cherche des raisons, des causalités, des points d'ancrage, mais ici, le crime paraît d'abord défier la compréhension. Il semble surgir d'un autre plan, celui du cauchemar ou du rite. Et lorsque, la nuit suivante, Leno et Rosemary LaBianca sont eux aussi assassines? La pure change de nature, si n'est plus seulement un drame atroce lié à un lieu précis ou à un cercle particulier. C'est la sensation que quelque chose se déplace dans la ville, sans visage fixe, sans limite morale, capable de frapper en coup. Les portes se ferment place toutes, les conversations baissent d'un ton. Dans les maisons riches comme dans les appartements modestes, on vérifie les serrures avec une attention nouvelle.
Ceux qui vivaient dans l'idée vague que la violence appartenait à d'autres quartiers, d'autres milieux, d'autres existences, découvrant qu'elles purent monter jusqu'aux collines, franchir les portails, traverser les baies vitrées, salir les draps, les mousses, les objets du quotidien. À partir de là, l'affaire dépasse de loin la chronique criminelle. Elle devient une fracture culturelle. Elle change la manière dont Hollywood se regarde lui-même. Elle change la manière dont l'Amérique regarde ses enfants perdus, ses communautés alternatives, ses prophètes de fortune, ces marges prétendument innocentes. Elle révèle que le visage souriant de la liberté peut cacher des dynamiques d'emprise terribles. Que le refus des normes n'aboutit pas toujours à l'émancipation, mais peut parfois ouvrir la voie des tyrannies minuscules. In times insidieuses, bien plus difficiles à repérer parce qu'elles parlent le langage de l'amour, de la confiance, de la famille. Et puis, il y a une autre chose, plus trouble encore, qui s'impose avec le temps, l'impression que Charles Manson a compris avant beaucoup d'autres la puissance du spectacle. Il ne cherche pas seulement à tuer, il cherchait à frapper l'imaginaire. À faire entrer la peur dans les maisons par l'intermédiaire des journaux, à créer un récit plus vaste que l'acte lui-même. Il veut que le crime déborde de la scène de crime. Il veut contaminer la ville entière. Puis le pèse en celle-là. Son entreprise est profondément moderne, presque obscinement lucide. Elle épouse les mécanismes d'une époque fascinée par l'image, le scandale, l'icône détruite. Et c'est aussi pour cela que cette affaire ne cesse jamais vraiment retirée dans le passé. Elle continue de vivre parce qu'elle touche en même temps à plusieurs nerfs sensibles, la célébrité, la maternité, la jeunesse, la peur du désordre social, la fragilité du rêve californien, le pouvoir des gourous, la violence collective. L'énigme du mal transmis plutôt qu'exécute directement. Il faut imaginer le matin qui se lève après cette nuit. La lumière crue, presque indécente, sur les collines. Les oiseaux peut-être, l'air déjà plus sec. Le monde extérieur poursuivant son cours ordinaire alors que derrière certaines portes tout bascule. C'est souvent ainsi que les grandes tragédies commencent pour ceux qui les découvrent. Non dans le vacarme, mais dans une banalité offensante. Le laitier passe. Une voiture démarre. Un voisin arrose peut-être ses plantes. Quelqu'un lit le journal sans savoir qu'il tient encore entre ses mains un monde ancien. Dans quelques heures, les téléphones vont sonner. Les policiers arrivent. Les rumeurs naîtront. Les rédactions s'agitèrent dans quelques jours. Des théories s'opposeront, des noms circuleront. L'incompréhension grossira dans quelques mois. Le pays découvrira l'étendue du cauchemar. Et dans les années suivantes, les procès, les visages figés à l'écran, les déclarations insensées, les analyses et les livres donneront à cette affaire une place à part. Presque mythologique dans l'histoire criminelle américaine. Mais au commencement, il y a cette nuit suspendue entre deux mondes. Celui, scintillant, d'une Californie persuadée d'inventer l'avenir, et celui, souterrain, d'une violence manipulée, ritualisée, rendue possible par la soumission des esprits. C'est dans cette fêlure que surgissent les meurtres de la Manson famille. Et si l'affaire continue de fasciner autant qu'elle révolte? Si n'est pas seulement à cause de l'horreur des faits, c'est parce qu'elle nous force à regarder une vérité que l'on préférerait tenir à distance. Les monstres les plus efficaces ne sont pas toujours ceux qui hurlent, certains parlent doucement. Promettent une famille, offrant un sens. Puis regardant les autres commettre l'irréparable avec leurs mots dans la tête, à la fin des années 1960. La Californie ressemble à une promesse mise en vitrine. Tout semble brûler, place fort couleur. La lumière y est plus dorée, les visages plus lisses.
Les collines, places desirables. Les routes, places vastes. Les nuits, places chargées de musique et de possibilités. Et Los Angeles. Le cinéma ne se contente pas de produire des films. Il fabrique aussi une manière de vivre. Une façon de marcher, de parler. D'espérer. Hollywood n'est pas seulement un lieu, c'est un climat mental. Il attire les ambitieux, les rêveurs, les déracines, les jeunes femmes qui veulent exister autrement. Les hommes qui se croient appelés à devenir des artistes, des prophètes ou des rois. Mais plus on s'approche de cette lumière, plus les ombres deviennent nettes. Car la Californie de 1969 n'est pas seulement le décor élégant des villas modernistes et des piscines calmes au coucher du soleil. C'est aussi une terre de rupture, de fuite, d'excès, de désordre intérieur, les vieux repères vacillants. Les règles morales de l'après-guerre se fissurent. Une partie de la jeunesse ne veut plus vivre comme ses parents. Elle rejette l'autorité, la guerre. L'ordre social figure, les carrières toutes tracées. La famille est comme institution étouffante, dans les rues de San Francisco comme dans les canyons de Los Angeles. On parle d'amour libre, de conscience élargie, de révolution spirituelle, on expérimente. Les drogues, les communautés alternatives, les nouvelles croyances, les nouvelles musiques, les nouvelles formes de sexualité, les nouveaux rapports au pouvoir. Cette époque est fascinante encore parce qu'elle donne l'impression d'avoir voulu ouvrir toutes les portes en même temps, mais lorsque toutes les portes se donnent. Il n'entre pas seulement de l'air frais, il entre aussi des hommes capables de repérer la détresse derrière l'enthousiasme, la fragilité derrière l'idéalisme, le besoin d'être ami derrière le discours sur la liberté. Charles Manson est l'un de ces hommes. Il n'a ni le charisme impeccable des vedettes, ni la beauté solaire de ceux que la Californie a aimé montrer. Son pouvoir est d'une autre nature. Place souterraine, place inquiétante. Il naît d'un mélange de ruse, d'instinct prédateur, de frustration ancienne et d'un talent, trouble pour lire les failles humaines, quand on s'approche de lui. On ne voit pas d'abord d'un maître criminel au sens classique. On voit un homme qui parle beaucoup, qui observe, qui capte la soif d'attention, qui sait donner à chacun l'impression d'être enfin reconnu. Il vient d'un monde dur, précaire, sans élégance, sans mythologie dorée. Son enfance n'a rien d'un conte californien. Très tôt, il apprend la survie plus tôt que la confiance. Il passe par les institutions, les délits, les enfermements, les humiliations. Les zones grises au lion comprennent qu'il faut manipuler avant d'être manipulé. Le monde ne lui a jamais offert de place stable. Il a donc appris à s'en fabriquer une en entrant dans la tête des autres. Lorsqu'il arrive dans la Californie de la fin des années 1960, il découvre un terrain extraordinairement fertile pour son entreprise. Partout, des jeunes viennent couper de leurs familles cherchant autre chose. Ils veulent croire à une vie débarrassée des mensonges du vieux monde. Ils veulent des communautés, des expériences absolues, des réponses définitives. Beaucoup ont quitté leur ville, leur univers, leurs études, leurs proches. Ils sont parfois pleins de sincérité, parfois déjà cabossés. Souvent très jeunes, ils reviennent d'amour universel. Mais ils ne savent pas toujours reconnaître la domination lorsqu'elle se présente sous les traits du détachement, de la douceur ou d'une pseudo-sagesse. Manson comprend cela avec une rapidité terrifiante. Il ne se présente pas comme un tyran. Il se glisse dans les fissures. Il parle d'amour, de vérité, de dépassement de l'ego, de liberté sexuelle, de rejet de la société corrompue. Il se rend indispensable en se faisant à la fois gourou, père de substitution, amant, juge. Miroir et source unique de sens, autour de lui se constitue peu à peu ce que l'on appellera la famille. Le mot n'est pas anodin. Il promet l'appartenance totale.
Il vient flatter ceux qui ont le sentiment de n'avoir jamais vraiment eu de foyer ou de n'y avoir trouvé ni chaleur, ni compréhension, ni grandeur. Cette famille-là n'apporte rien d'un refuge, c'est un système d'effacement. Les personnalités s'y dissolvent dans la volonté du chef. Les doutes sont recouverts par des discours sans fin. Les limites morales se brouillent. La loyauté devient la valeur suprême. Au-dessus de la loi, au-dessus de la vérité, au-dessus de l'instinct le plus élémentaire de protection d'autrui, si groupe mobile. Instable, fasciné par lui-même. Finit par s'installer dans des lieux qui ressemblent presque à des décors de western de fêtes, parmi les poussières. Les baraques et les horizons fatigues de la Californie périphérique, le ranch de Spawn. Avec ses chevaux, ses bâtiments usés, sa salle de séché, son isolement, devient l'un de ces théâtres de l'emprise, là-bas. Loin des salons policiers de Beverly Hills, loin des restaurants ou de l'industrie du cinéma. Se développe un autre Los Angeles, un Los Angeles de marge. De terrains vagues psychiques, de nuits sans sommeil. De drogues, de chansons jouées à la guitare dans la poussière. Des prophéties absurdes murmurées comme des vérités sacrées. On pourrait croire qu'il existe un fossé infranchissable entre ces deux mondes. D'un côté les villas, les vedettes, les réalisateurs, les actrices, les fêtes, de l'autre, une secte errante vivante dans l'ombre d'un chef hallucine. Pourtant, la fin des années 1960 les rapproche plus qu'on ne le pense. Les frontières sociales et symboliques sont devenues poreuses, les vedettes fréquentant des marginaux. Les musiciens croissants des gourous, les maisons luxueuses ouvrant parfois leurs portes à des silhouettes étrangères venues avec l'air du temps. Celui de l'expérimentation et du refus des conventions. La contre-culture n'est plus tout à fait à l'extérieur du système. Elle le frôle. L'influence, le séduit. Parfois le contamine. C'est dans cet entrelacement que se prépare le drame. Sharon Tate appartient. Elle est à un autre registre de la Californie. Elle incarne une beauté lumineuse, presque fragile dans son évidence. Elle est jeune, photogénique, en pleine ascension. Et autour d'elle flotte cette aura particulière des femmes dont Hollywood n'a pas encore décidé s'il ferait des stars absolues ou des promesses éternellement suspendues. Il y a chez elle quelque chose de solaire et de délicat à la fois. Une présence qui semble faite pour la caméra mais pas seulement. Ceux qui la regardent ne voient pas une figure tragique, ils voient l'avenir. Maria Roman Polanski, réalisateur déjà célèbre. Elle est gravitée dans un univers de création, de receptions, de rencontres, d'amitiés ou l'art. Le prestige et la vie privée se mélangent sans cesser. Leur couple attire l'attention. Non seulement parce qu'il est beau, mais parce qu'il semble appartenir à ce moment précis où le cinéma européen sophistique et le glamour hollywoodien se rencontrent. La maison de Cielo Drive, perchée dans les hauteurs de Los Angeles, participe pleinement à cette image. Ce n'est pas qu'un document, c'est un décor de réussite et d'intimité. Une maison où l'on imagine les baies ouvertes sur la nuit tiède, les conversations lentes, les amis qui passent, les allées et venues d'un monde privilégié qui croit encore pouvoir tenir l'horreur à distance grâce à l'altitude. Au prestige, à la discrétion. Oh, c'est justement cette impression de sanctuaire qui rend le choc si immense. La victime n'est pas une inconnue happée par le malheur dans un angle mort social. Elle y appartient à un milieu que l'Amérique observe. Envie. Fantasme. Elle est enceinte. Ce qui change immédiatement, la nature émotionnelle de l'affaire. La grossesse donne au récit une douceur potentielle. Une promesse familiale, presque une scène des futurs déjà installés dans l'imaginaire du public. On n'imagine pas seulement une femme célèbre, on imagine une jeune mère bientôt entourée d'un enfant, d'un mari, d'un vieux inventeur.
Tout cela sera balayé d'une manière si radicale que le crime prendra aussitôt une dimension presque symbolique. Il ne détruira pas seulement des personnes, il déchirera l'image même d'une Californie élégante, féconde. Sûr d'elle, à ce moment-là. Pourtant, rien n'annonce officiellement l'ampleur du cataclysme. Dans l'Amérique de 1969, la violence existe bien sûr. Le pays traverse des tensions considérables. Les assassinats politiques ont déjà marqué les consciences et les images de la guerre du Vietnam vues à la télévision ont désensibilisé certains et traumatisé beaucoup d'autres. Les villes bouillonnantes, les conflits raciaux, sociaux, culturels, generational structure désormais la vie publique. Mais la violence des grandes scènes nationales n'est pas vécue de la même manière que celle qui vient frapper une maison privée au cœur des collines. La première appartient au tumulte de l'histoire. La seconde pénètre jusque dans la chambre, dans les draps, dans les objets familiers. Elle semble dire qu'aucune réussite, aucune beauté, aucun statut, aucune adresse ne suffit à constituer une frontière étanche. C'est cela aussi. Le contexte de l'affaire, une société déjà nerveuse, déjà fragilisée, déjà travaillée par la peur de sa propre mutation. Les meurtres ne viendront pas dans un monde calme, ils viendront dans un monde qui doute déjà de lui-même. Et ils donneront à ces doutes une forme encore plus intime et plus claquante. De son côté, Manson nourrit ses propres obsessions. Il se rêve musicien. Prophète, figure centrale dans l'univers dont il serait l'astre noir. Il fréquente les mages du milieu musical, approche des gens plus célèbres que lui. Touché du doigt tout le monde qu'il admire autant qu'il le méprise, le ressentiment joue chez lui un rôle considérable. Il veut être reconnu, il veut être choisi, il veut que le monde valide son importance, mais au lieu de construire. À l'absorbe et corrompre, chaque humiliation réelle ou fantasmée se transforme en combustible. Son discours devient de plus en plus tolérant, saturé d'interpretations personnelles, d'annonces apocalyptiques, de visions où la violence prend progressivement une fonction prétendument historique. Chez ceux qui l'écoutent, ces théories prennent racines particulières se présentant comme une clé totale. Elles donnent l'illusion de comprendre le chaos du monde. Elles transforment le désarroi en mission. Elles offrent à des jeunes des racines la possibilité de croire qu'ils participent à quelque chose de plus vaste qu'eux. L'absurde devient ainsi supportable parce qu'ils se déguisent en destin. L'emprise ne se résume jamais à un simple ordre, elle exige une atmosphère. Elle demande des répétitions, des récompenses, des humiliations, des renversements de réalité, des moments d'extase collective, des peurs diffuses, des fatigues, d'isolement. La famille est précisément cela, une machine à alterer le jugement. On y partage tout en apparence, sauf le pouvoir. Le corps appartient au groupe, mais les décisions appartiennent à un seul homme. La liberté y est proclamée, mais l'obéissance y est totale. Le monde extérieur est présent comme menteur, malade, ennemi, et plus les adeptes s'occupant de leurs anciens repères, plus la parole de mensonge devient l'unique boussole. Pendant ces temps, Los Angeles continue de produire son propre théâtre. Des fêtes se tiennent, des scripts circulent, des carrières naissantes murent en quelques semaines. Des amitiés se font dans le vélo des salons et se défendent dans la rumeur. Il suffit de changer de quartier, de quitter les hauteurs, de rouler place loin vers les zones poussiéreuses, pour tomber sur une autre ville. Mais cette autre ville n'est jamais complètement séparée de la première. Les mêmes routes relient les deux mondes. La même industrie du fantasme les alimente différemment. Certains y cherchent la gloire, d'autres le salut. D'autres la destruction. La fin des années 1960 en Californie est donc moins une carte postale qu'un territoire traverse de courants contradictoires. D'un côté, le raffinement,
la jeunesse, la réussite. De l'autre, la désagrégation, la drogue, la femme de croyance, l'autorité qui renaît sous des masques libertaires. Les meurtres de la Manson famille ne surgiront pas d'une nuance incompréhensible. Ils pousseront dans cette humus précise, faite de frustration, de culte de la personnalité, des désirs de rupture et d'une époque qui a parfois confondu libération et absence totale de garde, fausse. Voilà pourquoi il est si important de regarder les contextes avant les sangs, avant les sirènes, avant les manchettes des journaux, sans y contexte. L'affaire paraît sous le monde monstrueuse. Avec lui, elle est déviante aussi révélatrice. Elle le montre comme un homme insignifiant en apparence à pousser fabriquer une cour de fidèles. Elle le montre comme une société fascinée par la transgression, a parfois cesse de reconnaître la frontière entre expérience et emprise. Elle le montre comme les lieux les plus glamour peuvent être touchés par les forces les plus sordides. Elle montre enfin que l'horreur ne s'annonce pas toujours avec le visage que l'on atteint. Elle peut naître dans la poussière d'une range, dans les chansons d'une illumine, dans les regards vides des disciples en quête d'absolu, puis se déplace jusqu'aux collines les plus désirées du pays. À late 1969, tous les éléments sont déjà en place, même si personne ne les voit encore réunis. D'un côté, une femme jeune, un chanteur célèbre, vivant au cœur d'un décor qui semble protéger tout ce qu'il contient. De l'autre, un gourou frustré, enivré par sa propre mythologie, entouré d'adeptes qui la peu à peu vident d'eux-mêmes. Entre les deux, la Californie entière, avec ses promesses trop vastes, ses illusions et ses fissures. Son appétit de nouveauté, sa naïveté parfois désarmée devant ceux qui savent prendre le langage de l'amour pour en faire une armée. C'est dans cette tension extrême entre la lumière la plus séduisante et la nuit la plus manipulée que se forme le véritable contexte de l'affaire, lorsque les crimes seront découverts. Le pays ne verra d'abord que leur brutalité, mais ce qui les a rendus possibles, c'était construit bien avant. Dans les marges d'une époque qui croyait inventer un monde neuf sans toujours remarquer quels prédateurs marchaient déjà dans son ombre les plus troublants. Dans certaines affaires, c'est qu'il n'existe aucun témoignage au sens strict du terme. Et pourtant la victime continue malgré tout de parler, pas avec une voix enregistrée, pas avec une déposition couchée sur papier, pas avec des phrases recueillies à chaudes sous une lumière de commissariat. Mais à travers tout ce qu'elle laisse derrière elle, et ses habitudes, ses pures discrètes et ses gestes simples. La manière dont les autres la décrivaient, le rythme de ces derniers jours. Les objets qu'elle avait choisis pour accueillir l'enfant à venir, la fatigue visible sur son visage. L'attention qu'elle portait que qu'elle aimait, dans le cas de Sharon Tate. Si témoignage invisible est peut-être encore plus déchirant parce qu'il appartient à une femme qui s'est trouvée à un moment extrêmement fragile et lumineux de sa vie, à 26 ans. Elle ne se tenait pas seulement au milieu d'une trajectoire prometteuse à Hollywood, elle avançait aussi vers une maternité imminente. Son corps portait déjà les signes d'un bouleversement profond, celui qui ralentit la démarche, arrondit les gestes, transforme la respiration, impose des pauses, rend les émotions plus proches de la surface. Elle était enceinte de 8 mois. Il ne s'agissait donc pas d'une nuit ordinaire pour une jeune actrice dans une maison célèbre de Los Angeles. Il s'agissait d'une période suspendue, presque domestique malgré le prestige du décor. Une attente tendre et inquiète à la fois. 10 items où l'on évite plus tout à fait pour soi. Au chaque déplacement est mesure, où la fatigue et l'espérance cohabitent dans le même regard. Ceux qui l'ont connu à cette époque parlent d'une femme douce, d'une présence bienveillante. De quelqu'un qui n'avait ni la durette défensive ni l'arrogance froide que l'on prête parfois aux figures du cinéma. Il y avait chez elle une manière d'être tournée vers les autres.
Une forme de gentillesse qui pouvait passer pour de la délicatesse, mais qui était surtout une façon de traverser le monde sans les heurter. Et cette douceur, dans le récit qui s'écrit autour de sa mort, devient presque insupportable parce qu'elle fait ressortir par contraste la sauvagerie de ce qui va suivre. Son témoignage. Si l'on ose employer ces mots pour une femme à qui l'on a précisément refusé toute possibilité de raconter, se trouve là, dans cet écart entre la vie qu'elle menait encore et quelques heures plus toute la brutalité qui s'est abattue sur elle. Il faut imaginer ces derniers jours non comme une préface dramatique non contre le pire, mais comme un tissu de détails ordinaires. Une femme enceinte n'habite pas le temps comme les autres. Elle le compte différemment. Les journées sont parfois longues, les nuits parfois inconfortables. Les pensées traversées par des projections très concrètes. Comment sera l'enfant? Quand viendra-t-il? Le père sera-t-il là à temps? La chambre est-elle prête? Les vêtements sont-ils rangés? La maison est-elle calme? Le médecin a-t-il dit que tout allait bien? Sharon Tate n'était pas simplement une image glamour fixée dans les magazines. Elle était aussi cette femme-là. Faite d'attentes domestiques, de fatigue physique, de sensibilité accrue, de projets minuscules et immenses à la fois. Dans la maison de ciel drive, perchée dans les hauteurs, elle devait ressentir ces mélanges curieux de privilèges et de vulnérabilité que connaissant parfois les femmes très observées lorsqu'elles entrent dans la dernière ligne droite d'une grossesse, le monde les regarde toujours comme des figures. Mais leur corps, lui, n'a plus rien d'abstrait. Il pesait. Il lance, il réclame du repos. Il rend chaque émotion plus concrète. On oublie trop souvent cette vérité élémentaire dans les récits criminels. Avant de devenir un homme figé dans l'histoire, la victime était une présence physique. Fragile, fatigue. Vivante de mille sensations ordinaires, les témoignages de Sharon Tate commencent donc peut-être là. Dans ces corps de futures mères qui disaient déjà beaucoup sans parler, il disait la confiance. Il disait l'avenir. Il disait qu'une autre vie approchait. Il disait aussi, peut-être, une certaine fatigue des mondanités, un désir plus calme, plus in time, plus centre sur la maison. Son mari, Roman Polanski, était absent à ces moments-là, retenu à l'heure par son travail. Cette absence n'est pas un simple détail logistique. Elle change la texture émotionnelle de ces derniers jours. Une femme enceinte de 8 mois, dans une grande maison, entourée d'amis certes, mais sans son époux à portée immédiate. N'habitez pas les mêmes heures qu'un couple réuni. Il peut y avoir de la solitude dans les soirées. Une fatigue que l'on masque, un besoin d'être entouré qui n'a rien de spectaculaire. Juste le souhait de ne pas finir la nuit seule avec ses pensées. Les personnes présentes autour d'elle ce soir-là lui tenaient en compagnie. Et cette compagnie elle-même racontait quelque chose d'elle. On n'accueille pas auprès de soi. À un moment péril, des gens avec qui l'on ne se sent pas en sécurité affective. Si y circle dit sa confiance, sa sociabilité. Le fil des relations qui composaient encore son quotidien immédiat, le témoignage de la victime passe aussi par la maison elle-même. Une maison n'est jamais neutre dans une affaire de cette nature. Elle garde la trace de la vie qui l'occupait. Celle de Cielo Drive n'était pas seulement un lieu d'apparat, qu'était un espace habité. Traversé par des routines, des allées et venues, des instants de calme. Il faut imaginer les pièces telles qu'elles existantes avant d'être réduites à des photographies de procédure. Des fauteuils où l'on s'assied sans penser au lendemain, des portes ouvertes puis refermées. Des lampes laissant des halos doux sur les murs, un téléphone que l'on pouvait saisir pour appeler un proche. Des verres posés quelque part, des coussins de places. Des passelins d'une femme enceinte allant d'une pièce à l'autre avec précaution. Les témoignages de Sharon Tate dans cette normalité-là.
Dans le fait même qu'elle se trouvait chez elle, ou du moins dans un lieu qu'elle occupait comme une chez soi. Sans raison d'imaginer qu'il deviendrait un tombeau, on parle souvent des victimes comme si elles entraient déjà dans le récit du crime au moment où nous les rencontrons. En vérité, elles en sont encore dehors. Elles vivent encore dans le récit banal de leur propre vie. Sharon Tate n'était pas dans un film de horreur intérieur. Elle n'était pas déjà sur le seuil du drame. Elle vivait simplement la fin d'une journée d'été à Los Angeles. Avec ce que cela comporte de relâchement, de chaleur résiduelle dans l'air, de conversations qui se prolongent un peu, de lumière qui s'éteint lentement sur les collines. C'est ce décalage qui rend son témoignage si silencieux et même bouleversant. Il n'y a pas de phrase définitive. Il y a une vie encore pleinement engagée dans le lendemain. Et pourtant, certains éléments laissent entrevoir qu'elle n'était pas si derniers temps. Dans une insouciance parfaite autour de cette maison, dans les jours qui avaient précédé, l'atmosphère n'était pas entièrement dénuée d'étrangers. Des présences avaient été remarquées. Des sensations de malaise avaient circulé. The Los Angeles de 1969 n'était pas une bulle hermétique, même dans les quartiers privilégiés. Les frontières entre sécurité et intrusion pouvaient soudain devenir floues, sans faire de Sharon Tate une héroïne de pressentiment. Si qui serait fort facile, on peut comprendre qu'une jeune femme enceinte, sur les sans son mari, installée dans une maison isolée par son emplacement, pouvait ressentir des inquiétudes diffuses si ces petites alertes intérieures que l'on chasse d'habitude d'un mouvement de raison, mais qui laissent malgré tout une fine couche de nervosité sous la peau. Il ne s'agit pas de lui prêter des visions ou des certitudes qu'elle n'a jamais formulées. Il s'agit seulement de rendre justice à son humanité. Les femmes, surtout dans ces périodes de vulnérabilité physique, perçoivent souvent très vivement les modifications d'ambiance. Un bruit dehors ne sonne pas de la même manière. Une silhouette aperçue en bordure d'une allée ne s'oublie pas tout à fait. Un silence trop lourd dans une grande maison vide peut finir par peser, et si c'est justement parce qu'elle était profondément humaine, sensible, attentive, que son témoignage par absence prend une telle force. Il nous oblige à reconstituer non pas ce qu'elle aurait dit pour nourrir le sensationnel, mais si qu'elle vivait réellement dans son intimité de femme sur le point d'accoucher. Il faut aussi parler de ce qui représentait Sharon Tate dans le regard des autres. Les victimes célèbres subissant une double violence après leur mort. D'abord celle du crime. Ensuite celle du regard public qui les transforme en symboles jusqu'à leur retirer leur épaisseur personnelle. Or, la véritable dignité d'un récit consiste à revenir vers la personne réelle. Sharon Tate n'était pas seulement une actrice prometteuse, elle était une fille, une épouse, une amie, une future mère. Sa beauté a souvent écrasé le reste dans la mémoire collective. Comme si le drame était encore plus poignant parce qu'il avait frappé un visage parfait. Mais la beauté n'est qu'une surface si on ne la relie pas à la personne qu'il habitait. Le véritable témoignage de Sharon Tate ne réside pas dans les photographies glamour qui ont circulé après sa mort. Il se trouve dans cette coexistence rare entre la lumière publique et la douceur privée. Tout ce qui l'approchait voyante, semble-t-il. Moins une femme fascinée par sa propre image qu'une personne inquiète d'une vie affective stable, d'un avenir concret. En cela, sa grossesse était presque une forme de recentrage. Elle n'était plus seulement promise à des rôles, elle attendait un enfant. Et cette attente réorganise tout. Elle transforme la maison en nid. Les projets en horizon immédiat, les corps en réfugiés. C'est aussi là que le crime devient presque métaphysiquement choquant. Il ne s'attaque pas seulement à une existence. Il s'emprunte à une existence en train d'en protéger une autre. Les témoignages de la victime passent lors par cette image impossible à écarter. Celle d'une femme qui, au moment où la violence surgit, ne se pensait probablement pas d'abord comme elle-même, mais comme une future mère.
Face au danger, une femme enceinte n'évalue pas le monde de manière abstraite. Tout passe aussi par l'enfant, chaque peu le concerne. Chaque supplication éventuelle le concerne, chaque seconde de terreur se dédouble. Voilà pourquoi cette partie du récit reste si difficile à écrire sans tomber dans l'indécence, car il ne s'agit pas d'exploiter l'horreur. Il s'agit de comprendre la profondeur de ce qui lui a été arraché. Le témoignage silencieux de Charentette est peut-être justement contenu dans cette dernière vérité. Il y avait quelque chose à protéger qui l'a dépassé déjà, et lorsqu'on pense à cette nuit, on ne doit jamais oublier qu'elle n'était pas seulement la victime d'un massacre devenu célèbre. Elle était aussi une femme au suil d'un bouleversement heureux. Ce qui rend sa disparition plus qu'injuste, presque obscene dans son absurdité. Dans son récit criminel, la tentation est grande de faire monter la tension en se rapprochant progressivement de l'instant fatal. Mais la victime méritait autre chose qu'une simple préparation à la scène suivante. Elle méritait qu'on s'arrête dans le vivant, qu'on la laisse respirer encore un peu dans le texte, qu'on entende les choses minuscules qui composent son monde. Une hésitation dans la démarche, une main posée machinalement sur son ventre, une envie de repos, la recherche d'un peu de compagnie, la sensation d'une aide californienne qui ralentit en fin de soirée, peut-être le bruit d'une voiture lointaine en contrebasse, peut-être une fenêtre qu'on entrouvre, peut-être un regard vers le ciel noir des collines sans savoir que la nuit. À cet instant, avance déjà vers elle avec une intention monstrueuse. Si type de présence ne relevait pas de l'invention gratuite, il relevait de la fidélité émotionnelle. Toute victime doit à ces temps-là dans le récit, ces temps où elle n'est pas encore réduite aux faits, où elle existe encore avec ses attentes ordinaires pour Sharon Tate. Ces temps est d'autant plus essentiel que l'histoire l'a souvent figé dans la photographie du drame, comme si sa mort avait absorbé tout ce qu'elle était. Or son témoignage, au fond, résiste à cela. Il nous dit qu'elle était vivante d'une manière paisible, tournée vers l'avenir, entourée, aimée, vulnérable sans le savoir complètement. Inscrit dans une continuité simple de jours qui devaient mener à une naissance. Il nous dit aussi que certaines victimes sont frappées justement parce qu'elles ne vivent pas dans le registre de la menace. Elles vivent dans la confiance, dans la civilité. Dans l'idée naturelle que la nuit appartient au repos et non à l'éruption de l'innommable, c'est cette confiance qui sera dévastée. Et avec elle quelque chose de plus vaste que ça sur les vies, une certaine idée de l'intimité, de la maison, de la maternité comme espace protégé. À travers Sharon Tate, c'est aussi cela que les pays à vous mourir. Une illusion peut-être naïve, mais profondément humaine, selon laquelle certaines étapes de l'existence devraient rester aux datines. Le témoignage de la victime, ici, ne vient donc pas sous la forme d'un récit direct. Il monte à travers les traces. Il traverse la mémoire de ceux qui l'ont aimé. Il se glisse dans l'image de cette jeune femme fatiguée mais heureuse, dans la courbe d'un ventre de 8 mois, dans l'attente d'un enfant, dans le calme apparent d'une maison perchée au-dessus de Los Angeles. Dans le contraste insoutenable entre la douceur de ce qu'elle vivait et la brutalité de ceux qui l'ayant franchi le seuil, et c'est précisément parce qu'elle ne peut plus parler que le texte doit l'écouter davantage. Non pour inventer à sa place ce qu'elle n'a jamais dit, mais pour reconstituer avec la plus grande délicatesse possible ce que sa vie. À quel instant, disait déjà, elle disait qu'elle avait confiance en demain. Elle disait qu'elle se trouvait à un moment de passage. Entre la femme qu'elle avait été et la mère qu'elle allait devenir, elle disait qu'elle n'était pas un symbole. Pas encore, mais une personne entière. Ancrée dans des relations, dans une maison, dans un corps vulnérable, dans une saison chaude, dans une nuit qui aurait dû finir autrement. Elle disait enfin. Par sa simple présence, quelque chose d'infiniment fragile et précieux que les assassins n'ont pas seulement détruit en elle.
mais dans l'imaginaire collectif tout entier, la possibilité de croire que la douceur, l'atteinte d'un enfant, la lumière d'une maison habitée est la promesse ordinaire du lendemain suffisant parfois à tenir le mal derrière la porte. La nuit du 8 à 9 en 1969 ne s'abat pas d'un seul bloc sur Cielo Drive. Elle avance par coaches. Par glissements presque imperceptibles, comme le font les heures dans les collines de Los Angeles. La chaleur du jour n'a pas complètement quitté les murs, l'air reste tiède. Immobile par moments, puis traverse par de faibles mouvements qui font frissonner les feuillages, sans parvenir à rafraîchir vraiment la pierre. Les rambardes, les allées. À cette hauteur, la ville paraît lointaine. On devine encore, au-dessous, son réseau nerveux de routes, à ses lumières éparpillées. Sa respiration continue, mais ici, autour de la maison, dominée surtout une impression de retraite. C'est précisément ce que recherchent ceux qui vivent dans ces hauteurs, la sensation d'être séparés du tumulte. Un peu horstatiente, comme si la pente. Les arbres, les portes et la discrétion des propriétés, formant une barrière invisible contre le désordre du monde. Cette nuit-là, pourtant, le désordre monte jusqu'à eux. Il ne se présente pas comme un orage, ni comme une dispute que l'on aurait pu entendre de loin, ni même comme une menace identifiable avant qu'il ne soit trop tard. Elle arrive sous la forme de silhouettes jeunes, déterminées, chargées d'une mission qui n'a rien de spontané. Ce qui se prépare n'est pas le débordement d'une colère née sur place. C'est une intrusion pensée ailleurs, décidée sous l'emprise d'un homme absent physiquement mais omniprésent par la force de ses ordres. Le crime, avant d'entrer dans la maison, existe déjà dans les esprits de ceux qui avancent vers elle. Il a été préparé. Nourri, justifié, presque ritualisé. C'est cette préméditation psychologique qui donne à l'incident son caractère si glacial. Ceux qui viennent ne cherchent pas à obtenir quelque chose. Ils viennent faire advenir quelque chose. Ils viennent imposer la terreur comme on appliquait un programme dans la maison. La soirée touche à son terme avec cette fatigue diffuse des fins de nuit. Sharon Tate n'est pas seule. Elle s'y trouve en compagnie de J.C. Brink, d'Abigail Folger et de Wojciech Frykowski. Roman Polanski est absent, retenu par son travail à l'étranger. La maison, qui a connu le passage des amis. Des conversations et du monde du cinéma, n'est pas plongée dans un silence de tombe avant l'heure. Elle est encore habitée, encore vivante, encore traversée par ces relâchements ordinaires qui précèdent le sommeil. On peut imaginer des voix un peu plus basses qu'un début de soirée. Des gestes relentis, la lassitude douce d'une journée finie. Sharon Tate, enceinte de 8 mois, portait dans son corps une fatigue particulière, place dense, place enveloppante, à ce stade d'une grossesse. Chaque déplacement s'est fait avec davantage de précaution, chaque repos devient plus précieux. Chaque fin de nuit appelle presque naturellement le calme rien. Dans l'ordinaire apparent de ces assurances, ne peut préparer véritablement à l'éruption de ceux qui s'avancent par l'extérieur. Et pourtant, dehors, la route menait déjà les crimes jusqu'à la maison. Les membres de la Manson famille envoient sur place roulante ou progressant avec une détermination froide. Soutenus par la certitude d'agir selon une volonté supérieure, s'il n'y est pas la panique qui les guide. Ni même l'excitation désordonnée d'un passage à l'acte improvise, c'est quelque chose de plus inquiétant encore. Une discipline pervertie, ils s'obéissent. Ils se sont vides eux-mêmes d'une partie de leur jugement au profit d'un chef qui leur a appris à ne plus voir les autres comme des individus, mais comme des éléments interchangeables d'un monde à punir. Un provoqueur, un marqueur. Dans cet état d'esprit, la maison de Cielo Drive n'est plus une maison habitée par des êtres humains. Elle devient un lieu utilisé, un théâtre.
On support pour la peur. L'incident commence réellement avant même que les habitants ne comprennent ce qui est en train de se produire. Il commence dans le franchissement de la propriété, dans cette violation première. Silencieuse ou presque, qui consiste à transformer un espace privé en territoire de chasse. Il y a déjà là quelque chose d'essentiel, le basculement du dedans vers le dehors, puis du dehors vers le dedans. Une maison n'est pas seulement faite de mousse. Elle repose sur une frontière psychologique, tant que cette frontière tient. Ceux qui dorment ou se reposent à l'intérieur croyant encore appartenir au monde des vies protégées. De quel céder? Tout change, le lieu le plus intime devient le cadre d'une dépossession totale. Les intrus approchent, et avec eux la nuit se contracte. À l'extérieur, la propriété n'est pas vide. Un jeune homme, Stephen Parent, se trouve là. Il est l'une des figures les plus tragiques de cette affaire parce qu'il incarne l'arbitraire absolu du massacre. Il n'est pas venu pour participer à une fête, ni pour partager l'intimité des occupants de la maison. Il passe par là, se trouve là, au mauvais endroit, au moment où la folie organisée atteint le portail. Sa présence rappelle brutalement que certaines victimes sont happées par l'événement sans y être liées autrement que par les hasards d'un trajet, d'une rencontre. D'une minute précise dans le déroulement d'une nuit, sa mort marque d'emblée le crime d'une absurdité radicale. Elle lui annonce que rien ne sera négocié, rien ne sera mesuré. Rien ne répondra à une logique humaine reconnaissable. Ceux qui viennent ne font pas de différence morale entre une cible pensée dans les abstractions, délirantes de mensonges et une présence fortuite. Le vivant qui se présente juste devient un obstacle, et l'obstacle est suprême. Cette première éruption de violence agit comme une déchirure nette. À partir de là, il n'y a plus de retour possible. Le crime est lance. La maison, encore, peut être enveloppée quelques instants plus tôt dans la banalité d'une fin de soirée. Est désormais encerclée par une volonté de destruction. À l'intérieur, les occupants n'ont pas encore la pleine mesure de qui approche. Il existe dans de telles situations quelques secondes. Parfois un peu plus, où le cerveau refuse d'identifier l'horreur. Un bruit n'est d'abord qu'un bruit. Un mouvement étrange n'est qu'une anomalie. Une silhouette n'est pas immédiatement une menace absolue. L'esprit civilise passe toujours par l'hypothèse la moins folle avant d'accepter la plus terrible. C'est l'un des privilèges et l'une des faiblesses de la vie ordinaire. On n'imagine pas d'abord l'inimaginable. Mais l'inimaginable, cette nuit-là, entrer avec une rapidité qui arrache toute possibilité de compréhension graduelle. Les intrus pénétrants, maîtrisant, ordonnant, déplaçant, très vite. La maison n'est plus un espace de repos. Elle devient un lieu de domination. La violence physique ne surgit pas d'un seul coup comme une explosion sans parole. Elle s'accompagne d'ordres, de tensions, de mouvements forces, d'une terreur progressive qui doit être presque encore plus atroce à vivre que l'attaque elle-même. Parce qu'elle laisse à chacun le temps de comprendre ce qui leur font, face ne ressemblant pas à des voleurs ordinaires ni à des agresseurs rationnels. Il y a dans leur comportement une froideur exaltée, une déconnexion du réel, quelque chose qui mêle l'obéissance et la sauvagerie. C'est cette qualité spécifique qui transforme l'incident en expérience de cauchemar. Les victimes ne sont pas seulement menacées par des armes. Elles sont confrontées à des êtres qui semblent avoir quitté le langage moral commun, le dialogue. Dans une telle situation, perdent son sens habituel. Supplier revient à parler dans un espace où la pitié a déjà été éradiquée par l'endoctrinement, raison devient presque impossible. Parce que les assaillants ne sont plus tout à fait dans le monde de la raison partagée. Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski. Chacun d'eux entre alors dans une zone de pure extrême où les liens humains se révèlent et se brisent en même temps. On imagine les regards, d'abord incrédules, puis saisis d'une compréhension
animal de danger. On imagine les gestes d'apaisement, les tentatives de protéger, les mots qui cherchent une issue. Jay Sebring, proche de Sharon Tate, regrette notamment à sa vulnérabilité. Il n'est pas sur les mains face à des agresseurs. Il est face à une scène où se trouve une femme enceinte de 8 mois. Cette donnée, dans un monde encore relié à un resté d'humanité, devrait suspendre l'horreur. Elle devrait imposer une limite sacrée. Mais précisément, si qui rend l'incident si insoutenable. C'est qu'aucune limite ne joue. La grossesse de Sharon Tate n'introduit pas un frein. Elle souligne au contraire la nature totale du crime. Face à cette violence-là, même l'évidence la plus bouleversante, celle d'une vie sur le point de mettre une autre au monde, ne provoque pas l'arrêt. Elle ne produit pas de recul moral. Elle ne rencontre qu'une brutalité plus nuée encore. Dans ces instants, la maison devient une scène de contrôle panique. Les occupants sont ressemblés. Surveillance, menaces. Les secondes sont lourdes, interminables. Pleines de micro-reactions où chacun essaie d'évaluer un échappatoire, un geste utile. Un instant de faiblesse chez l'assaillant, mais les assaillants sont plusieurs. Armies, resolus. Et surtout déjà passés de l'autre côté de la conscience ordinaire. S'ils ne sont pas des individus en train de commettre une faute terrible qu'ils hésiteraient encore à accomplir. Ils sont des exécutants qui se pensent investis d'une mission. Cette certitude malade leur donne une force particulière. Elle les rend, dans le regard de ceux qui dominent, presque impossibles à atteindre par la logique ou par l'émotion. L'incident accélère ensuite vers une succession de violences, dont le rythme devient chaotique et frénétique. Des victimes tentant de résister, de fuir, d'échapper à l'emprise. La maison, qui était un espace organisé, familier, cessait alors d'avoir une géographie établie. On se déplace d'une piste à l'autre, vers l'extérieur, dans des trajectoires dictées par la panique et la lutte. Le calme décoratif des lieux éclatait en fragments de survie des corps courants. Tombant, se débattant, cherchant de l'air, une porte, un coin, un délai. Il faut imaginer les sons, pas comme un vacarme continu de cinéma, mais comme une alternance de crises, de chocs, de respirations arrachées, de pas précipites. De silences brefs sur le horreur semblaient se retenir une demi-seconde avant de repartir. La nuit de Los Angeles. The horrors continue peut-être d'exister avec son apparente indifference. Les arbres tiennent debout. La ville au loin brille encore. Mais dans cette maison perchée, le temps cesse de former. Chaque instant dure trop longtemps. Chaque geste peut décider de la vie ou de la mort. Et pourtant rien ne suffit à inverser la situation. Wojciech Frykowski et Abigail Folger tentent notamment de résister. De Chapper de se dégager de la capture. Ce sont des moments essentiels dans la compréhension de l'incident, car ils montrent que ce massacre n'est pas un simple enchaînement de victimes passives sous une fatalité mécanique. Il y a de la lutte, du désordre, de l'élan vital, des tentatives de fuite, des réactions humaines profondes. L'horreur n'efface pas immédiatement l'instinct de vivre. Au contraire, elle le fait jaillir dans sa forme la plus nue. On veut courir, sortir, respirer, échapper, trouver un angle mort, mais face des assaillants décide à aller jusqu'au bout. Ces élans deviennent tragiquement insuffisants dans ce chaos. Sharon Tate demeure la figure centrale de l'insoutenable, parce qu'elle est enceinte. Parce qu'elle est au cœur d'une scène que tout esprit humain voudrait voir interrompue par un reste de conscience chez les tueurs, parce que sa vulnérabilité physique rend chaque instant de sa terreur presque impossible à contempler moralement. Elle n'est pas seulement une femme menacée, elle est une future mère confrontée à des êtres qui ne reconnaissent plus la signification de ce qu'ils ont devant l'incident. Pour elle,
ne peut être pensé comme une simple agression subite. Il contient nécessairement cette dimension décurrente de la supplication, réelle ou pressentie. Cette lutte intérieure entre la peur pour soi et la peur pour l'enfant, lorsqu'on approche de ce moment dans son récit, il faut le faire avec retenue, parce que la tentation du détail peut devenir obscène. Mais la retenue ne doit pas effacer la vérité morale de la scène. On a refusé à cette femme jusqu'à la valeur protectrice que la société accorde. En principe, à la maternité imminente. C'est là que l'incident dépasse le crime pour entrer dans une zone de profanation. Les meurtriers ne détruisent pas seulement des vies. Ils violent une frontière symbolique fondamentale. C'est aussi pour cela que le pays restera sidéré. Il n'y a, dans cette nuit, ni code, ni frein, ni part de l'humain à laquelle s'adresse. La violence se poursuit jusqu'à son terme avec cette logique qui mélange frénésie et méthode. La scène se remplit peu à peu de traces, de désordre, de preuves de lutte, d'interruptions brutales de gestes commencent. Les victimes tombent là où la fuite court, là où la résistance cède, là où l'épuisement et la supériorité numérique des assaillants rendant tout espoir impossible. La maison est désormais méconnaissable, non pas matériellement seulement, mais moralement. Elle a été transformée en un lieu où l'intimité n'existe plus, où le corps humain n'est plus perçu comme inviolable, où chaque objet du quotidien devient témoin involontaire d'une sauvagerie qui le contamine, ceux qui commettent cela ne se contentant pas de tuer. Ils imposent une mise en scène de la peur. C'est une caractéristique essentielle de l'incident. Le massacre n'est pas seulement l'addition de morts, il est construit pour laisser derrière lui une atmosphère de message. Une sensation de souillure, quelque chose qui dépasse les victimes immédiates pour atteindre ceux qui découvriront les lieux. Ceux qui liront les journaux, ceux qui comprendront que la violence a voulu produire plus que des corps sans vie. Elle a voulu produire de l'effroi durable, une fois le massacre achève. La nuit ne redevient pas normale. Elle bascule dans cet après silencieux qui suit les crimes les plus extrêmes. Un silence très différent que lui qui précédait, si n'est plus le silence du repos. C'est celui du saccage accompli. Les assaillants repartent en laissant derrière eux non seulement des morts, mais une maison saturée de traces, de gestes interrompus, de trajectoires brisées, de présences soudaines arrachées au monde. Et pourtant, même après cela, le cauchemar n'est pas terminé, parce que cette première nuit n'est qu'un début. Parce que le délire, impulsé par mensonge, ne s'épuise pas dans ce carnage. Il se poursuivra la nuit suivante avec les meurtres de Leno et Rosemarie la Bianca. Comme si l'horreur avait trouvé un rythme, comme si le passage à l'acte avait ouvert une porte qu'aucune satiété ne viendrait refermer. C'est ce qui donne rétrospectivement à l'incident de Cielo Drive une dimension presque inaugurale dans le récit global. Il ne s'agit pas seulement d'un massacre isolé, mais de la première déflagration d'une séquence plus vaste, d'une logique d'emprise devenue action pure. Et lorsque le matin finira par venir, il éclairera plus qu'une scène de crime. Il révélera qu'au cœur de la Californie des collines, du cinéma et de la botte, une petite troupe façonnée par la manipulation mentale a pu pénétrer dans une maison habitée et semer la terreur. Et détruire des vies en quelques instants d'une intensité monstrueuse puisse repartir dans la nuit comme si elle venait d'accomplir la tâche que son gourou attendait d'elle. Voilà l'incident dans sa vérité la plus dure, non pas un simple accès de violence, mais l'entrée méthodique de la folie organisée dans un lieu de confiance. L'écrasement brutal des vies encore plongées dans le rythme banal d'une fin de soirée. Et la transformation d'une maison californienne en un symbole durable de ces moments où l'Amérique a compris que le mal pouvait prendre le visage de ses propres enfants perdus, de jeunes silhouettes obéissantes, presque ordinaires en apparence, mais déjà vidées d'elles, même au point de devenir les instruments dociles d'une volonté criminelle qui, cette nuit-là, avait décidé de laisser son empreinte dans l'histoire.
Le jour ne se lève jamais proprement sur une scène de massacre. Il arrive pourtant avec la même indifférence que tous les autres matins. La lumière grimpe sur les collines, blanchit les murs, découpe les branches, révèle les reliefs de la route. Glisse sur les vitres et sur la pierre chaude de la ville, Los Angeles. En contrebasse, recommence à respirer comme si rien n'avait changé. Des moteurs s'allument, des journaux sont jetés devant les maisons, des chiens aboyant, des voix se vélent derrière des rideaux. Et la haute, à Cielo Drive. La maison qui dominait la ville comme un réfugié discret ne protégeait plus rien. Elle attend seulement d'être découverte. Dans toute grande affaire criminelle, il existe un moment terrible où le drame quitte la nuit de ceux qui l'ont subi pour entrer dans les regards des autres. C'est le passage de l'horreur vécu à l'horreur constatée, c'est là que commence la scène de crime. Non pas au premier coup porte, mais dans cette seconde naissance du mal ou les corps immobiles. Le silence des pièces, le désordre des objets et la brutalité des tracés se mettent à parler pour les morts. Le matin du 9 août 1969, si langage là va frapper de plein fouet ceux qui franchissent les premières la propriété. Il y a dans les découvertes de scènes de crime une progression presque toujours comparable. D'abord un soupçon, puis une anomalie, puis une incompréhension, puis le refus intérieur d'admettre ce que l'ouïe voit déjà, et enfin la certitude glacée que quelque chose d'irrémédiable s'est produit. À Cielo Drive, cette progression est d'autant plus violente que la maison n'appartient pas à l'univers ordinaire des drames anonymes. C'est une adresse associée au cinéma, à la réussite, à une certaine idée de la beauté californienne, et pourtant, dès l'approche, quelque chose cloche. L'espace ne respire plus comme une maison habitée. Les lieux conservent parfois, après les crimes, les places violences, une sorte de stupeur matérielle. Les portes, les allées, les abords, tout semble identique et pourtant, plus rien n'a la même signification. On peut imaginer l'air déjà chaud, la clarté du matin sur les chemins d'accès, les feuillages apparemment tranquilles, et au milieu de cette banalité solaire. Les premiers signes du désastre, la mort de Stephen Perron, près de l'entrée, impose d'emblée une vérité brutale. Le carnage commence avant même le seuil de la maison, et y dit-elle est capital pour comprendre l'effet quoi de produire la découverte. Il n'y avait pas seulement une tragédie à l'intérieur, il y avait dès l'abord la preuve que la propriété tout entière avait été engloutie dans la violence. La scène de crime, ici, n'est pas confinée à une épice. Elle commence sur la trajectoire d'arrivée. Comme si le mal avait contaminé l'espace avant même de pénétrer dans l'intimité domestique. Les premiers témoins de la découverte. Quels croyants étaient leurs gestes exacts, ont dû ressentir cette sensation d'irréalité si fréquente devant l'horreur extrême. Le cerveau cherche toujours une explication moins terrible, un accident, une blessure, une dispute, une confusion visuelle, mais très vite. La quantité de signes, leur cohérence atroce. La fixité des corps, l'ampleur du désordre ne laissant plus d'échappatoire. Dans une maison où la veille encore on parlait, marchait, mangeait, attendait le sommeil. Il n'y a plus désormais que des restes de gestes interrompus, et c'est cela. Au fond de qu'est une scène de crime? Le paysage des derniers mouvements humains pétrifie dans la matière. Les corps retrouvent ce Cielo Drive imposant une lecture immédiate de la violence subie. On voit tout de suite qu'il ne s'agit ni d'un cambriolage ayant mal tourné dans un coin de couloir, ni d'un homicide unique, ni d'une querelle soudaine. Tout dans la disposition des lieux raconte la multiplicité, la lutte, la panique, la poursuite. La domination. Le calme apparent de l'architecture est démenti par la brutalité des traces. ICI, rien n'est net. Rien n'est contenu. Rien n'évoque une émotion silencieuse. La maison a été traversée par la terreur. C'est l'un des premiers indices au sens le plus humain du terme.
avant même l'indice policier. Les victimes n'ont pas été surprises et fauchées dans une immobilité complète. Elles ont compris, résisté, tenté, couru, cherché à vivre encore. Et cette lutte est inscrite partout. Dans l'état des pistes, dans les déplacements visibles d'un lieu à l'autre. Dans l'impression d'une violence qui n'a pas seulement frappé mais envahi Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski, chacun de leurs corps, à l'endroit où ils se retrouvent, devient une phrase muette du récit. C'est une vérité terrible du travail criminel, le mot parlé par sa position, par les blessures, par la distance qui les sépare des autres, par les objets voisins, par la manière dont l'espace semble s'être refermé sur lui. A Cielo Drive. Ces phrases sont immédiatement nombreuses et effroyables. Elles disent qu'il y a eu contrainte. Elles disent qu'il y a eu probablement d'abord une tentative de contrôle avant le déchaînement total. Elles disent surtout que la violence ne cesse pas s'exercer de façon strictement statique. Certaines victimes ont été déplacées. D'autres ont tenté de fuir, d'autres encore ont été rattrapées. L'impression globale est celle d'une nuit brisée en fragments de survie. Les premiers indices. Pour les enquêteurs, ne sont donc pas seulement les objets ou les traces matérielles prises isolément. Ce sont d'abord des logiques spatiales qui a été atteinte ou qui a bougé, qui a essayé de sortir, qui se trouvait déjà sous emprise à un endroit précis, qui semble avoir été visé le premier à l'intérieur. Une maison raconte toujours son crime par son architecture, les distances entre les pièces, les ouvertures, les angles morts, les accès vers l'extérieur. Tout cela constitue une grammaire. Et ici, cette grammaire indique très tôt un chaos dirige. C'est-à-dire un enchaînement de violences qui n'est ni totalement aléatoire ni complètement ordonné, mais qui suit le rythme de la panique et de la résistance. À cela s'ajoute la marque la plus sidérante laissée sur les lieux, la dimension de mise en scène. Les crimes de la mensonge, famille ont frappé les esprits non seulement par leur férocité, mais parce que les scènes semblaient composées pour dépasser l'acte meurtrier lui-même. Les tueurs n'avaient pas seulement ôté la vie, ils avaient laissé derrière eux un spectacle destiné à choquer, à contaminer l'imaginaire, à faire de la maison un message. C'est l'une des différences majeures entre une scène de crime simplement violente et une scène pensée pour terroriser au-delà de ses victimes immédiates. A Cielo Drive. Cette volonté apparaît dans les traces écrites, dans le choix de laisser certains signes visibles, dans la souillure délibérée des lieux. S'ils sont des indices au sens policier cette fois, mais aussi au sens presque culturel. Ils indiquent que les auteurs ne voulaient pas disparaître sans rien dire. Ils voulaient que la découverte soit un choc théâtral. Ils voulaient que les policiers, les journalistes, le public sentent la peur dans les mœurs. Cette dimension macabre a immédiatement complique l'enquête, car une scène trop parlante n'est pas forcément une scène sincère. Lorsqu'un meurtrier met en scène, il peut chercher à exprimer, mais aussi à tromper, à orienter, à sceller l'interprétation. Les premières enquêteurs se sont donc retrouvés face à un paradoxe. D'un côté, la scène semblait hurler quelque chose. De l'autre, ces cris pouvaient être un masque. Était-on en présence d'un règlement de comptes, d'un crime lié à la drogue, d'une vengeance ciblée, d'un rituel, d'une intrusion gratuite? La violence extrême et l'inscription de messages sur les lieux ouvraient plusieurs pistes à la fois sans en confirmer aucune. Dans les premières heures d'une affaire, le problème n'est pas seulement de trouver des indices, mais de distinguer ce qui est éclairant de ce qui est brûlant, ou les assassins. Qu'ils en ayant une pleine conscience tactique ou qu'ils ayant simplement obéi à la logique délirante insufflée par Manson. En précisément, la hystérie use une scène propre à produire la confusion. La maison, une fois investie par les enquêteurs,
déviant alors un territoire presque saturé d'informations. Il faut regarder les accès, les points d'entrée, les éventuelles empreintes, les armes ou objets abandonnés, les traces de pas, les fibres, les liens utilisés, les appels téléphoniques manqués, l'état des portes, des fenêtres, des lumières, des pistes traversées, mais avant même la science, il y a l'effet psychologique sur les policiers. On oublie souvent qu'eux aussi sont des corps entrant dans un cauchemar encore tiède. Ils se sentent en l'air des lieux. Voyant la lumière du matin tomber sur des visions incompatibles avec le décor hollywoodien environnant, ils doivent faire abstraction du choc pour travailler. Pourtant, le choc est là. Une femme enceinte de 8 mois est parmi les victimes et le simple fait donne à la scène une charge émotionnelle presque insoutenable. Il ne s'agit plus seulement de 4 ou 5 morts dans une maison cossue. Il s'agit d'une jeune femme en fin de grossesse. Tuée dans un cadre qui, à première vue, aurait-tu l'abrité plus qu'aucun autre. Cette donnée change tout dans la perception immédiate des faits. Elle transforme l'affaire en drame national potentiel avant même que les journaux ne s'en emparent. Elle signale que la limite morale la plus évidente a été franchie sans hésitation. Les premiers indices matériels, sont nombreux, mais leur abondance ne garantit pas leur lisibilité. Dans les scènes de violence collective, la quantité même de traces peut devenir un obstacle. Il y a les sang, bien sûr, dans sa capacité terrible à dessiner des trajets, à marquer des distances, à indiquer des arrêts, des reprises. Des points de chute, il y a les cordes ou liens qui racontent la volonté initiale de contrôle. Il y a les portes et fenêtres qui peuvent indiquer comment les tuyaux sont entrés ou sortis. Il y a les marques de lutte sur les corps, qui révèlent la résistance, la durée du calvaire, la pluralité possible des agresseurs. Il y a aussi tout ce qui manque. L'armée importée, un objet absent, une empreinte incomplète, un silence dans la logique apparente de la scène. L'enquête criminelle repose autant sur les présences que sur les absences. Et le cielo drive. Les absences comptent presque autant que les signes criants. L'absence de mobile évidente. D'abord, rien. À première vue, ne semble immédiatement expliquer un tel déchaînement. Le volume n'apparaît pas comme une réponse suffisante à l'ampleur du massacre. La haine personnelle, si elle existe, ne sautez pas encore au visage avec clarté. La scène paraît trop excessive pour un simple cambriolage, trop diffuse pour un ciblage limpide, trop théâtrale pour une querelle privée ordinaire. Cette absence de logique immédiate est l'un des premiers grands indices négatifs de l'affaire. Elle est dit que le crime vient probablement d'une zone mentale ou sociale plus complexe que la délinquance habituelle. Ensuite, il y a la maison elle-même comme indice, sa situation, sa réputation, le profil de ses occupants, sa fréquentation passée. D'où cela ouvre très vite le champ des hypothèses. Dans les Los Angeles de 1969, les célébrités, les artistes, les mondes de la nuit, de la musique et de la drogue entretiennent parfois des proximités dangereuses, les enquêteurs ne pouvant l'ignorer. Ils doivent envisager des liens mondains, des visiteurs récents, des connaissances plus ou moins lointaines, des conflits latents, des opportunistes, des marginaux ayant repéré les habitudes du lieu. Chaque carnet d'adresses, chaque appel, chaque relation sociale devient alors une branche possible de l'enquête. C'est l'une des difficultés majeures des crimes touchant des milieux visibles. Les victimes connaissent souvent beaucoup de monde, et tous ces mondes ne se valent pas en matière de risque. La scène de crime, dans ce cas, déborde immédiatement vers un réseau social complexe, mais il y a aussi, parmi les premiers indices les plus troublants, la sensation d'un crime commis par plusieurs personnes, à tout le moins, d'une violence dont l'ampleur dépasse l'action d'un agresseur seul. Les corps, les traces de poursuite.
les contrôles successifs, la diversité des points laissant entrevoir une pluralité d'intervenants. C'est capital car cela modifie radicalement la nature de la chasse à l'auteur. On ne cherchait plus un seul homme dans la ville, mais possiblement un groupe, une équipe improvisée ou organisée, capable d'entrer ensemble, d'imposer sa domination et de répartir. Or, les crimes de groupe ont quelque chose de particulièrement déroutant. Ils relèvent souvent moins d'un mobile simple que d'une dynamique collective, d'une impulsion partagée, d'une idéologie commune ou d'une soumission hiérarchique, au matin d'un in-out. On n'est pas encore à cette compréhension, mais la scène la laisse déjà deviner. Et puis il y allait plus claquant. L'impression qu'on a voulu écrire sur les murs de la pure une phrase qui dépasse la maison. Les inscriptions laissées, les corps abandonnent de manière visible. L'absence de pudeur dans la destruction. Tout cela suggère que les tueurs ne se sont pas contents d'effacer leurs victimes. Ils ont cherché à produire un effet posthume pour les enquêteurs. Six types de comportements orientés vers des profils particuliers, individus désorganisés mais démonstratifs. Auteurs sous influence, personnes cherchant à imiter ou à provoquer. Groupes voulant faire croire à une cause ou à un autre responsable. La scène de crime devient ainsi double. Elle est à la fois archive du réel et fiction fabriquée par les tueurs. Il faut démêler l'une de l'autre. Si travail demande du temps et le temps. Dans les premières heures, est précisément ce qui manque le plus. La pression médiatique montait, les identités des victimes renforçant l'attention. Les supérieurs voulaient des réponses, le public veut un sens. Mais une scène aussi chargée ne livre jamais immédiatement son secret. Elle donne des morceaux. Elle offre des directions contradictoires. Elle contraint les enquêteurs à penser dans le brouillard. C'est ces brouillards qui rendent les premiers jours de l'affaire si décisifs et si fragiles à la fois, car les premières interpretations, même provisoires, orientent les regards, les auditions, les priorités. Si l'on se trompe trop tôt sur la nature du crime, on risque de courir après de mauvais fantômes. À Cielo Drive, les fantômes sont nombreux. Il y a celui du Hollywood décadent, que certains voudront convoquer aussitôt. Il y a celui de la drogue, commode et déjà disponible dans l'imaginaire policier de l'époque. Il y a celui du règlement des comptes, celui du crime sexuel, celui de la folie isolée, et pendant que ces hypothèses ne sont. La vérité, elle se trouve encore ailleurs, sur les terres sèches du ranch de Spawn. Dans l'esprit tordu de Charles Manson, dans l'obéissance de ses disciples. Mais cette vérité-là n'est pas encore visible depuis la maison. La scène des crimes ne la nomme pas directement. Elle ne montre pas Manson, elle montre son œuvre indirecte. C'est logique injectée dans les gestes d'autres corps. C'est pourquoi les premiers indices sont à la fois riches et insuffisants. Ils descendent l'horreur avec précision, mais ne révèlent pas encore l'architecte. La maison de Cielo Drive, au matin du Nina Out, devient ainsi un livre ouvert dont la première lecture reste trompeuse. Les pages sont maculées, arrachées, surlignées à l'excès. Certaines phrases sautent aux yeux et mentent presque par leur violence même. D'autres, plus discrètes, attendront qu'on les relie à d'autres scènes, à d'autres arrestations, à d'autres confidences, à d'autres erreurs policières pour prendre enfin leur sens. En attendant, ce qui domine, c'est l'impression d'un gouffre. Le pays ne le sait pas encore tout à fait, mais quelque chose de plus large que si massacre est déjà entré dans l'histoire est la scène de crime. Avec 6 corps, sans silence. Assassines laissées comme des blessures supplémentaires en constituent le premier chapitre visible. Elle force immédiatement tous ceux qui la regardent à comprendre une chose simple et effroyable. La violence n'est pas venue ici pour tuer seulement. Elle est venue pour imprimer sa folie dans les murs, dans les esprits,
dans la mémoire collective. Les premiers indices ne sont donc pas uniquement des preuves. Ils sont aussi les fragments d'un message atroce dont l'enquête devra, à travers l'horreur, apprendre à déchiffrer la véritable origine. L'enquête ne commence jamais avec la vérité. Elle commence avec du bruit médiatique, du bruit humain, du bruit mental. Elle commence avec des téléphones qui sonnent trop vite, des informations qui circulent avant d'être comprises, des regards qui violent déjà conclure, des supérieurs qui exigent des résultats alors même que les pièces du puzzle n'ont pas encore été retournées. Dans l'affaire des meurtres de la Manson Family, cet effet de brouillard était non seulement inévitable, mais presque constitutif du drame, car les crimes de Cielo Drive, puis ceux commis la nuit suivante chez Leno et Rosemary LaBianca, semblaient contenir trop de sons possibles à la fois. Ils étaient atroces, spectaculaires, ritualisés dans leur mise en scène, mais de nous au premier regard d'un mobile clair. Et lorsqu'un crime ne donne pas immédiatement sa logique, l'enquête est condamnée à passer par une zone d'errance où chaque hypothèse plausible devient un couloir. Parfois long, parfois stérile. Parfois si convaincant qu'il détourne les enquêteurs de la seule piste qui compte. À Los Angeles, in out 1969, cette errance prend une ampleur particulière parce que les victimes, les lieux et l'époque fabriquant usent même de faux éclairages. On enquête dans un monde de célébrités, de rumeurs, de drogues, de libertés sexuelles, de fréquentations mouvantes, de maisons ouvertes à des invités de passage et de milieux où la frontière entre l'intime et le social est mince. Tout cela produit une quantité énorme de pistes. Mais stress peu de certitude, et c'est là que s'installe l'impasse. Non pas dans l'absence totale d'indices, mais dans leur prolifération désordonnée. Au lendemain du massacre de Cielo Drive, les policiers se trouvant face à une scène successive qu'elle semblait presque conçue pour les égarer. La violence est extrême, les inscriptions laissées derrière les tueurs suggérant une volonté de mise en scène. Les victimes appartiennent à un univers circulant argent. Celebrity, Mondanites, consommations et rivalités. Dès lors, l'esprit policier de l'époque se tourne assez naturellement vers certains schémas connus. On pense à une affaire liée à la drogue, à un règlement de comptes, à une dette, à une fréquentation dangereuse, à une vengeance personnelle. Ces hypothèses ne naissent pas d'une pure paresse intellectuelle. Elles naissent aussi du contexte réel de Los Angeles à la fin des années 1960, où les mondes du spectacle et de la marginalité se croisent parfois dans des zones troubles. Mais ce qui paraît plausible n'est pas toujours vrai, et parfois même la plausibilité devient le piège principal. L'univers de Sharon Tate, de Jay Sebring, de Wojciech Frykowski et d'Abigail Folger offre aux enquêteurs une multitude de noms de relations. De silhouettes de passage, chacun de ces noms peut porter une histoire. Une dette, un ressentiment. Une ambiguïté, il faut les examiner. Il faut interroger, recouper. Revenir sur les emplois du temps, écouter des récits imprécis. Filtrés par la peur ou par le désir de se protéger. Toute enquête sérieuse dans un milieu exposé ressemble d'abord à quelle. Une descente laborieuse dans un réseau social trop vaste où la vérité ne se présente jamais avec une étiquette. En parallèle, l'affaire des LaBianca, survenue la nuit suivante, complique tout. Au lieu d'éclairer immédiatement le premier massacre, elle est ajoutée une seconde masse d'horreur à comprendre. Deux scènes, deux couples de victimes très différentes. Deux maisons, une même ville. Une temporalité très rapprochée et pourtant aucun lien évident aux yeux des premiers enquêteurs. Cette proximité temporelle aurait dû, en théorie, orienter rapidement vers l'idée d'une série d'actes, mais dans la pratique. Les enquêtes criminelles ne fonctionnent pas comme des récits rétrospectifs. Sur le moment,
Les services peuvent être séparés. Les lectures divergentes, les egos institutionnels présents, les informations mal partagées, les intuitions contredites par les habitudes de travail. Le crime de Cielo Drive. Particule touche une figure célèbre et des proches du milieu hollywoodien. Attire immédiatement une lumière médiatique énorme